Aujourd'hui, je reçois Alice Pagès, créatrice culinaire all-inclusive. Des recettes au stylisme, en passant par la photo et la vidéo, le tout en solo. Ce que peu de gens savent, c'est qu'avant ça, Alice était ingénieure aéronautique. Elle a même déposé un brevet sur des turbines de moteurs d'avion. Végétarienne depuis l'adolescence, puis végane, et passionnée de photos depuis toujours, la cuisine prend progressivement toute la place. C'est le début d'Instagram, la cuisine végétale n'a pas encore de voix en ligne, elle dira qu'elle est au bon endroit, au bon moment. En 2016, elle quitte l'ingénierie et se lance. Depuis, elle travaille avec des marques food jusqu'aux maisons de luxe. On a parlé de son amour des animaux sauvages et des Galapagos, de la créativité dans sa famille, de photos en boîte de nuit à 15 ans, d'un deuil qui a tout précipité, de sa routine balinaise et de tout ce qu'elle a appris seule en suivant son intuition. Bonne écoute! Salut Alice! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis super contente d'être là avec toi cette belle journée. Oui, cette belle journée un peu grisâtre, ouais. mais ton sourire et ton teint allé me mettent du baume au cœur. Je suis trop contente de t'inviter. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, dans des circonstances assez chouettes, ouais. Dans le cadre du Club Dessin, où je suis pas mal impliquée. On avait créé des petits cookies sablés. Des sablés, exactement. Ouais. Variété de cookies, grosse innovation, France, exclusivité, le sablé de... Le sablé du Club Dessin avec Alice, qui était reversé à l'Institut Curie. Et donc, on a fait quelques petits ateliers cuisine et tout. Et là, j'ai commencé à te poser des questions et je me suis dit, mais waouh! Mais le problème, c'est que je pense que il pouvait pas y avoir pire contexte pour commencer à me poser des questions. Et pourtant! Ouais, parce que moi, tu sais, je suis très focus. Donc, quand je fais un truc, je le fais genre... Monotache. Et alors là, il fallait que je gère un atelier, 300 cookies à produire. Et c'était très frustrant, en fait, parce que j'avais tellement envie de répondre à tes questions, mais j'avais envie de me poser, là, comme là, en fait, avec une tisane digestion. Et quand on en parle, et là, j'étais là, oh, mon Dieu, trop de choses cool en même temps, je n'arrive pas à gérer. C'est trop bien. Du coup, on a pris le temps. T'as fait un petit voyage à Bali entre-temps. Donc, j'espère que tu es là apaisée, même si tu sors de nombreux rendez-vous. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire dans le podcast, c'est comprendre comment tu en es arrivé là. Déjà, on va essayer de comprendre aussi qui tu es, ce que tu fais. Et j'aime bien reprendre dès le départ, même avant le départ. Donc, dès ta naissance, voire même tes parents, tes ancêtres. Enfin, là où c'est intéressant, important pour toi dans ton histoire, et on va tout remonter jusqu'à maintenant, si ça te va. Ah, écoute, ça me va. Bon programme. Alors, qui était la petite Alice? Où est-ce que t'es née? Qui sont tes parents, tes grands-parents? Alors, écoute, ça peut déjà, effectivement, c'est beau que tu le vois après, en fait, quand tu grandis, que tout a finalement un impact sur la personne que tu es et qui évolue après au fil du temps. Donc, la petite Alice, donc moi, alors, en fait, je suis née d'un père français du Lot-et-Garonne, de mon cul, exactement. Mais non! Je fais partie de ces rares... proud Montcuquoises, bon voilà. C'est ce que j'allais te demander, comment on appelle les habitants de Montcuq? Les Montcuquois et les Montcuquoises, je crois bien. Mais très, très joli petit village, d'ailleurs, en réalité. Oui, il paraît, en plus. Très, très cool, ouais. Mais le nombre de blagues qu'il a dû se prendre, que tu as dû te prendre... Non, moi, pas plus que ça, parce que je ne les brandis pas non plus tel un fagnon. Ouais. Mon père, peut-être un petit peu plus, mais encore, je pense pas. Oui, c'était ça fait sourire. C'était rigolo, voilà. Et du coup, d'une maman réunionnaise. Donc là, je pense que ça commence déjà... Non, en fait, donc, mes parents sont... ma mère donc, est réunionnaise, née à La Réunion, toute famille réunionnaise. Et donc, mon père travaillait à l'époque au PTT. À l'ancienne. Et bon, bref, il a eu un poste là-bas, ils se sont rencontrés là-bas, et voilà. Donc, tu sais comment ils se sont rencontrés? Ma mère travaillait à la mairie, et mon père, du coup, je ne sais plus pour quelle raison, y allait. Bon, ils se sont rencontrés un peu comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai une grande sœur, qui est de 2 ans mon aînée, et qui, elle, est née donc à La Réunion. Ok. A grandi, a passé du coup à peu près 2 ans, je pense, là-bas. Et donc, à peu près au bout de 2 ans, donc mon père a été muté
et en Martinique, donc cette fois-ci. Ah, donc ouais. voilà, pour continuer. Donc je tiens un peu ça dessus, lui aussi, ce petit besoin de soleil, d'évasion et de voyage. Et donc ils sont partis en Martinique, et donc moi je suis née en Martinique. Donc tu es martiniquaise. Donc je suis martiniquaise de naissance, terre, on va dire, de naissance. Sauf que, mon père a été de nouveau muté. Enfin bon, ils sont rentrés en métropole. Donc moi, je suis restée quelques semaines en Martinique. Donc j'en ai aucun souvenir, mais une grosse envie du coup d'y retourner, parce que je suis jamais retournée depuis. Mais non. J'ai pas vraiment d'attache. Enfin bon, ce qui est très, parce que je voyage quand même énormément, donc voilà. Mais du coup, jusque maintenant, c'est pas que ça m'attirait pas, mais voilà, mais j'ai quand même bien envie. Ça te titille un peu. Bah ouais, je pense que c'est un endroit magnifique. Enfin, du coup, mon père m'en a pas mal parlé. Je sais qu'il en a de très bons souvenirs et que voilà, que ça doit être un endroit très sympa. Mais j'avais tenté d'y aller une fois, et le Covid, on avait réservé les billets et tout, hein, mais on avait dû annuler. Ça a été annulé à cause du Covid. Mais bon, ce ne serait que partie remise. Ouais, c'est clair. Et vous avez atterri où, en métropole ? Alors, en métropole, on a atterri dans le sud, dans le coin de Toulouse, à la base. Ok, vous êtes resté au soleil quand même. Ouais, je pense que mon père... parents ont essayé de faire en sorte que que voilà. Mais bon, c'est quand même, je pense, comparé à La Réunion, ma mère a toujours eu un peu de mal à s'acclimater d'ailleurs. Et puis t'as pas de plage ou de mer. Ouais, c'est différent, quoi. Et puis même, tout est différent en fait. La culture, l'ambiance, les gens, tout quoi. Ouais. Tout, la cuisine, les produits même. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui, ça n'a rien à voir. Mais bon. Elle avait déjà été en métropole avant, ou elle avait vécu toute sa vie à La Réunion ? Ils étaient... ils étaient juste venus... à partir du moment où elle a rencontré mon père, ils sont venus quelques fois avant, pour des occasions, vacances, on va dire. Mais non, elle avait toujours vécu et grandi en métropole, à La Réunion, du coup. Donc voilà. Et donc là, tu grandis à Toulouse. Tu es une petite fille plutôt sage ou créative, expansive ? Alors, première partie où je grandis à Toulouse. Après, on va bouger à Montpellier. Ok. Je crois que j'ai fait ma rentrée primaire, je pense je crois bien à Montpellier quand même. Donc, bon. Et du coup, donc j'ai ma grande sœur, Cécile, donc il y a 2 ans de plus que moi, et avec qui j'ai une relation vraiment fusionnelle, quoi, pour moi. Moi, le souvenir que j'ai quand on était petite, c'était qu'on était vraiment on était deux sœurs qui s'aimaient, qui prenaient soin l'une de l'autre, qui partageaient beaucoup de choses et qui s'amusaient, qui passaient beaucoup de temps ensemble, qui s'amusaient beaucoup ensemble. Et qui, alors, du coup, tu as dit le mot, mais qui partageait une créativité assez débordante, vraiment. Toutes les deux. Toutes les deux. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment cultivé, je pense, ensemble, qu'on a fait grandir ensemble. Et aujourd'hui, ma sœur est tatoueuse. C'est une artiste, une dessinatrice hors pair. Elle est tatoueuse, elle est très talentueuse. Donc elle aime tout ce qui touche, donc ça, voilà, mais même tout autour, comment on dit, la joaillerie, pas la joaillerie, mais bon, là, tout ce qui se touche un peu à l'art, la céramique, tout ce qui est manuel. Elle est très créative, et au-delà même de ce qui est manuel, en fait, même dans notre créativité de pensée, quand on était déjà toute petite, mais petite, quoi, vraiment, quand même, on avait vraiment des délires assez, quand on en reparle maintenant, d'ailleurs, ça nous fait rire, et à la fin, on se dit, waouh, on était vraiment... pour notre âge, quoi. Par exemple, on avait lancé... on avait commencé à faire des bandes dessinées, on avait une vraie appétence pour le dessin. On dessinait quand même très bien, très jeune. Mes parents dessinaient... pour le plaisir aussi, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi un petit talent pour le dessin, tous les deux. Et bref, on faisait des BD qu'on dessinait, mais avec des histoires complètement folles, vraiment des délires assez dingues. Et et après, ça a évolué en même temps que nous, et quand l'ordinateur est arrivé, on a commencé à les numériser, à faire du coloriage sur Photoshop. Mais on était petites, on était au primaire, quoi. Et c'était assez fou. Et mais bon, du coup, on avait une vraie complicité par rapport à ça, et c'était très cool.
Et du coup, est-ce que vous étiez fusionnels et vous aviez pas trop de bandes de potes, ou est-ce que finalement c'était un peu entre deux Bah après, ça c'est un peu. Enfin, pendant assez longtemps, en fait, on a partagé un peu, voilà, les mêmes amis, on va dire. Après, ça c'est plus, on va dire, à partir du collège, lycée, où on a un petit peu, voilà, des bandes qui se séparent parce que forcément 2 ans, ça fait quand même la différence. Grave. Mais moi, j'ai quand même ce souvenir que même tout ce temps-là, collège, lycée, on avait quand même toujours quelques amis en commun, on va dire, voilà, enfin, qui étaient plus, on va dire, d'un côté de l'autre que parce que dans la même classe ou quelque chose, mais avec lesquels on s'entendait, où on pouvait quand même faire des trucs ensemble. Voilà, jusqu'à quand même très tard, le week-end, on allait en ville, toutes les deux, ou toutes les deux avec une amie commune. Enfin, donc il y avait quand même, je trouve qu'on a quand même partagé un truc assez. Ouais, c'est fou. Et surtout, à ces âges-là, effectivement, 2 ans d'écart, en général, jusqu'à 18 ans, c'est quelque chose... bon, on se mélange pas trop, quoi. Ouais, donc, Madou, c'est presque plus après, en fait, où ça, c'est un peu plus éloigné, quoi, on va dire. Mais non, sinon, c'était assez... peut-être aussi, je sais pas, l'effet sud, village, au début, parce qu'on était jusqu'au collège, quand même, dans un plus petit village, où, du coup, tous les enfants... partage un petit peu, malgré les 1 ou 2 ans. Enfin, voilà, c'est un peu plus... ouais, non, c'est clair. Un peu plus convivial. Et à l'école, comment est-ce que ça se passait ? Eh ben, à l'école, j'étais une très bonne élève, quoi. Enfin, voilà, ça se passait très bien. C'est marrant, tu le dis un peu avec dépit. Non, pas avec dépit, c'est juste que j'allais dire, pour faire le cliché, j'étais la bonne élève, mais c'est vrai, quoi. Mais parce que, enfin, en fait, on m'a jamais... Mes parents n'ont jamais foutu la pression pour être bonne à l'école, quoi que ce soit. C'est juste que j'aimais bien ça. J'ai jamais eu de grosses difficultés. Donc, en plus de ça, c'était pas une pression. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Ouais. J'ai jamais eu l'impression de devoir faire des concessions. Enfin, non, jusqu'à un certain stade, pardon. mais bon, voilà. Donc, en tout cas, tout le primaire, j'adorais parce que j'ai eu en plus des enseignants, enfin, une maîtresse qui était incroyable. Je pense que ça y a beaucoup joué parce que, au-delà du côté scolaire, matière générale, enfin basique, elle avait vraiment envie de nous faire découvrir des choses, de nous faire sortir de l'école, de nous faire... mettait des projets en place, elle nous faisait faire plein de sorties, et vraiment avec passion. Et donc, moi, ça m'a vachement plu, et je me suis beaucoup impliquée aussi là-dessus. Et donc, voilà, donc ça donne envie aussi. Ouais, mais c'est trop précieux. Hein. Ouais. C'est dingue. Ouais, ça change tout. Hein. Et tu faisais des activités extrascolaires aussi ? Alors, à cette époque-là, en primaire, par exemple, j'ai fait pas mal de... Enfin, pas mal. Non, j'ai fait du basket en sport extrascolaire, mais normal, hein, comme les enfants, on va dire. Mais du coup, je faisais pas beaucoup plus d'activités extrascolaires parce que, déjà, j'étais très, très souvent dehors, en fait. Dès que j'étais pas... à l'école, tout le reste, toute la fin de journée, on le passait dehors avec les autres enfants. Enfin, on faisait énormément. Enfin, on avait nos vélos, nos trottinettes, et on passait vraiment tout notre temps dehors. Aussi parce que mes parents, en tout cas le week-end, voilà, nous faisaient faire on faisait pas mal de choses ensemble, beaucoup de sorties ensemble, de balades, de randonnées. Enfin, tous les week-ends, on faisait des grandes randonnées dans la nature. Donc, par rapport à ça, j'avais pas forcément besoin de plus. De te dépenser en plus de ça. Ouais, c'était déjà pas mal. C'est grave. Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ? T'arrives au bac et tout Alors, disons que pendant longtemps, c'était pas forcément une question, au sens où j'avançais, voilà. Et alors, arrivé au bac, oui, justement, au collège, j'ai commencé à me prendre à prendre de passion. J'étais passionnée de nature et d'animaux depuis toujours, toute mon enfance. Vraiment, les animaux, c'était ma vie. Mais les animaux dans le sens nature, quoi, vraiment, la vie sauvage, comprendre tous les aspects, pas juste l'aspect les animaux, c'est cool. Voilà, c'est plus vraiment
l'aspect découverte, nature qui va aller autour. T'as envoyé beaucoup dans la nature ? Écoute, du coup, vraiment toute ma vie tourne autour des animaux et donc du coup mes parents essayaient de faire en sorte quand on faisait des sorties qu'il y ait parfois un petit rapport. Il suffisait de me dire dimanche on va faire une balade dans le bois de machin et à ce qui paraît il y a quelques daims si on fait attention et là c'était fini quoi. J'attendais plus que ça. J'avais passé, la recherche du ça allait me motiver toute la randonnée. Et est-ce que vous alliez trouver un daim ? Des fois ça arrivait qu'on voit quelques animaux. Et puis après, des trucs un peu plus clichés, mais des réserves un peu safari, en France et tout ça. Mais ouais, et puis même, j'avais plein de super encyclopédies, des gros livres, tout ce qui touchait aux animaux comme ça, c'était... j'adorais apprendre autour de ça. Et surtout les animaux sauvages, vous aviez des animaux domestiques ? Non, sur les animaux domestiques qu'on a eu, c'était des lapins. Ok. On adorait nos lapins, mais on a eu ma sœur et moi un lapin chacune qu'on a gardé plusieurs années. Mon père leur avait fait un énorme enclos dans le jardin. Ils étaient devenus sauvages à la fin. Mais non, c'était plus animaux sauvages vraiment. Okay. Tu vois, voilà. Et ce qui était, et du coup, mes parents ont quand même été, vraiment, ils ont tout fait pour que je puisse vivre un peu cette passion. Parce que des jeunes, à partir du collège. Ils faisaient en sorte que je puisse faire des voyages vraiment de dingue, finalement, avec du recul, surtout pour mon âge, pour que je puisse faire ça, quoi. Le plus dingue, par exemple, c'est énorme, quoi. Je trouve, même quand je le dis aujourd'hui, je sais même pas si c'est encore possible de le faire. C'est un été, j'étais allée faire en colo, du coup, en voyage encadré aux Galapagos, quoi, aux îles Galapagos. Mais non. Je veux dire, c'est dingue. Je sais même pas si aujourd'hui, à mon avis, il y a des quotas de tourisme très, très. C'est clair. Une folie, quoi. Donc j'avais fait, je sais plus, 2-3 semaines aux Galapagos, dans un stage sur les traces de Darwin où on nous faisait. Mais non. Mais c'était incroyable. On avait à la fois la partie, on va dire. Éducative sur la théorie de l'évolution, les recherches de Darwin, et on était aux Galapagos, quoi. Donc on était dans la nature, c'était dingue. Incroyable. Dingue, quoi. Et vous étiez que entre jeunes, c'était une colo. C'était une colo, quoi. Je savais même pas qu'il y avait des colos qui partaient aux Galapagos. Je sais pas si ça existe encore. Hein. Si, j'imagine, mais ouais, fou, vraiment fou, quoi. Et je me dis, des gosses qui ont eu cette chance-là, je pense que c'est... Il y a des animaux qui t'ont marqué là-bas ? Là-bas, les iguanes m'ont beaucoup marqué parce que c'est un animal que j'aimais beaucoup. Quand j'étais petite, j'avais un iguane, non pas en peluche, mais les iguanes, les figurines en plastique là, d'animaux. Ah oui. J'en avais un énorme comme ça, c'était j'aurais rêvé d'avoir un iguane de compagnie, voilà. Les tortues géantes forcément, mais c'est pas ce qui m'a... Mais tout, quoi, c'était... Incroyable. C'était dingue, ouais. Donc, t'avais identifié un métier que tu pouvais faire autour de tout ça ? Alors, quand j'étais petite, on va dire, je pense que dans ma tête, c'était, j'aurais voulu faire ranger en Tanzanie. Waouh. Mais sans que ce soit non plus en mode, waouh, c'est mon life goal. Je me posais pas vraiment la question, je pense. C'était vraiment, je vis ma vie, ma passion, et pour l'instant, j'ai pas besoin de... Voilà. Et après, du coup, donc en parallèle, j'ai commencé à faire de la photo. Ok. T'avais quel âge ? J'étais au collège à ce moment-là. Donc ouais. Et j'adorais ça. Et du coup, dans le cadre photo animalière, en fait, c'était les deux combinés, quoi. Photos d'animaux, faire des photos de mes voyages et tout ça. Et je me souviens même, que je m'étais mis en objet. C'est rigolo, j'y repense maintenant. J'avais économisé pendant super longtemps pour m'acheter mon premier appareil photo numérique, réflexe, tu vois. Wow. Et je me souviens, j'avais bien économisé, c'était mon goal et tout. Donc j'avais réussi. J'imagine que tout le monde m'avait un peu aidé, mais bon. Donc j'avais acheté cet appareil photo, j'étais trop contente. Je faisais des photos de tout, par exemple, le Galapagos, tout ça, tu vois, j'avais mon appareil. Et donc, donc mes passions, c'était ça. Et du coup, arrivé au moment de l'orientation, là, c'est ça, oui, déjà. Oui, en troisième, donc, j'avais parlé de la conseillère de cette passion pour la photo, notamment. Plus que les animaux. Tu vois, là, à ce moment-là, je me voyais pas bosser avec des animaux, plus que ça. Genre en troisième, c'est vrai que tu commences un peu plus à... plus j'avais pas switché, c'est pas ça, c'est... Mais bon, là, j'aimais toujours les animaux profondément, mais c'était plus ma passion... de la vie de tous les jours, voilà, quoi. Là, et tu prenais d'autres choses en photo, j'imagine aussi. Écoute, maintenant que tu le dis, oui.
une autre faune en photo, on va dire. Ah, une autre faune? Non, bah, en fait, quand Qu'est-ce que tu prenais, mon Dieu? Alors, non, mais en fait, donc, c'est très, très... j'étais un personnage assez particulier, c'est-à-dire que, du coup, comme j'étais une très bonne élève, et un enfant, on va dire, assez... Enfin, pour pas dire modèle, mais enfin, pas de vagues, rien, tu vois. Voilà. Bah, j'avais quand même une très grande liberté et une très grande confiance de la part de mes parents. Et écoute, il se trouve que je sais pas trop par quel moyen, mais j'avais des potes, des trucs comme ça, beaucoup plus âgés que moi quand même. J'avais de tout en fait au collège, tu vois, en 3e. Des gens de mon âge, des amis d'enfance de longue date, des copines, tu vois, très cool que je voyais très... Enfin voilà. Et j'avais aussi cet autre groupe un peu qui s'était formé. Je sais pas comment c'est arrivé, on va dire. Mais beaucoup plus vieux que moi, c'est-à-dire une vingtaine, un peu plus de 20 ans, tu vois. Donc quand t'es en... Et plus dans le monde de la fête, enfin, des boîtes de nuit, électro, sorties. Ah ouais. Alors que toi, t'avais 15 ans. Moi, j'étais pas majeure, du coup, j'avais... Ah, c'est ouf. J'étais avant le 3e, quoi. Tu sais plus comment tu les avais rencontrés Je sais plus exactement. Et du coup, moi, j'aimais beaucoup ces deux mondes. Et du coup, ça m'arrivait... Enfin, je sortais avec ces potes-là aussi, de temps en temps. Genre en boîte, quoi. Ouais, si. Mais dans une optique, enfin, une philosophie vraiment très bon enfant. Enfin, j'étais un enfant, mais si tu veux, j'y allais, je buvais pas, je fumais pas, je prenais pas de drogue ni rien. C'est juste, on passait un bon moment avec des potes, on dansait, je rentrais pas à 6h du mat ni rien, tu vois. Et mes parents le savaient, me faisaient confiance, et ils avaient raison, parce qu'en soi, vraiment, je le faisais, tu vois, comme... voilà, c'est juste que c'était un peu décalé. Juste bon moment. Illégal en théorie, parce que tu peux pas aller en boîte, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire... ça se fait plus trop, je pense, maintenant, mais à l'époque, tu sais, il y avait ces agences de photographes de boîtes de nuit. Ah, bien sûr. Dirty Light et tout. Et écoute, mais moi, j'étais passionnée de photos. Et j'aimais bien ce monde de la nuit, quand même. Et du coup, légalement, j'avais pas le droit de rentrer dans Dirty Light parce qu'il faut être majeur. Forcément, vu que tu fais des photos dans des boîtes de nuit. Mais je me suis fait pote avec des photographes de là-bas. Et du coup, ils m'emmenaient un peu avec eux, des trucs comme ça. Donc, en fait, je faisais photographe en boîte de nuit. Mais non, à 15 ans. Ouais. C'est fou. C'est dingue maintenant que j'y pense. Et tu vois, et c'était trop drôle parce que c'était vraiment un truc super important pour moi. Donc je prenais trop de plaisir et tout. Faire des photos des gens, ils étaient trop contents après de les voir et tout. Et t'as appris vraiment seule? T'as jamais pris de cours? Oui, oui, la photo, j'ai toujours appris toute seule. Et il y avait un côté artistique déjà finalement à ça. Ouais. Tu vois, c'était pas juste des photos de gens genre comme ça. Enfin, on avait forcément. Mais moi, mon truc, c'était vraiment... c'est à l'époque où... Enfin, tu trouves des délires à faire, en fait, avec les lumières, et en fait, c'est ça qui me plaisait, faire de la photo artistique en boîte de nuit, en fait. C'est dingue. Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, quoi. Donc, finalement, est-ce que tu te diriges vers une carrière de photographe? Et donc, quand je suis allée voir la conseillère, je lui ai dit, moi, je suis vraiment passionnée de photos et tout. Enfin, voilà. Et donc, c'était pas non plus l'objectif de ma vie, hein, mais voilà, ce que je lui ai dit. Et après, elle a tout de suite regardé mes résultats scolaires, elle a vu qu'ils étaient très bons, elle m'a dit, non, il n'y a pas, pas non, mais il n'y a pas de débouché en photo, voilà. Et en fait, elle a fait, finalement, avec du recul aujourd'hui, elle avait complètement raison. Et je suis très, très, très heureuse d'avoir suivi, en fait, ce parcours de vie, plutôt que... Parce qu'en fait, avec du recul, une école de photographie, journalisme, aujourd'hui, ça ne m'aurait pas du tout convenu à cette époque-là. Je pense que ça m'aurait juste dégoûté de la photographie et passer à autre chose, quoi. Ouais. Enfin, bon. Ouais, donc c'était un bon conseil, finalement. De pas dire de t'engouffrer, la façon dont c'est dit, genre non, tu as des bonnes notes, photographe, c'est pas un métier, donc non, c'est un peu... Ouais, c'est dingue. Hein. Pour on est en quelle année, là? C'est un peu con. Du coup, on est en... Je sais pas, on est en 2000 ou quoi, non? T'es de... Je suis 92, moi. Ouais, donc... un peu avant, même ouais. 2005 ou... Ouais, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Hein, après, j'ai l'impression que ça change un peu. Mais oui, effectivement, si tu as des trop bonnes notes, oui, un conseil d'orientation ne t'orientera pas dans une carrière créative, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que ça... C'est dingue, hein. Donc voilà. Donc, j'ai pas... Après, ça reste ton choix, mais bon... Oui, mais bon, à cet âge-là... Oui, bien sûr. Donc là, où est-ce que tu vas? Donc là, je vais au lycée. Ok. Je fais une seconde... SES, la économie, je crois. Et après, je passe
En scientifique, il me semble, ouais, pour les 2 autres années. Mhm. Donc là, lycée classique, ça se passe très bien aussi. Voilà. T'as ton bac. J'ai mon bac. Mention. Mention très bien. En vrai, je devais avoir les félicitations. Mais Ah ouais? Mais non. Je sais pas, ouais, j'avais la note pour, mais je sais pas, je pense que... T'avais combien? Je sais plus, genre, c'était quoi la limite, je sais plus. 20? Non, au bac, tout ça, non, mais... je sais même plus combien j'avais, mais bon, bref, on s'en fout, c'était pour l'anecdote, c'est juste que t'as toujours... Oui. Et donc voilà, donc très cool. Et du coup, à la fin de ça, donc je sais pas vraiment ce que je veux faire. Non, je sais pas exactement ce que je veux faire. Mais j'ai un attrait pour l'architecture quand même, un gros attrait pour l'architecture, sans non plus être sûre que c'était la voie que je voulais suivre. Donc après, à la fin je sais plus si c'était un peu avant le bac ou après le bac, mais je fais quand même pas mal de concours d'entrée dans des écoles d'archi. Ce qui est plutôt raccord avec ton côté créatif, le dessin et tout ça. Oui, quoi. oui. Et plus les maths. Et en plus, je sais pas, à ce moment, à ce moment, on avait parlé, mais on a beaucoup parlé surtout après. Mon père aussi avait hésité à faire archi. Enfin, non, je sais plus s'il avait hésité ou s'il voulait même faire archi. Bon, en tout cas, il avait passé des concours aussi. Enfin, bon, il y a Et même aujourd'hui, je le vois dès qu'il y a des travaux à faire ou des choses. Enfin, il adore ce côté-là, faire des plans. Enfin, ah ouais. J'ai toujours vu faire des magnifiques plans à la règle, très très précis, très jolis, très artistique. Ouais, quoi. c'est dingue, c'est dans les gènes. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Et donc, je passe ces concours, je les obtiens. Mais du coup, en parallèle, je fais aussi post-bac classique pour des classes prépa. Et du coup, alors, je sais plus comment le choix se fait, mais bon, enfin, moi, je suis pris en classe prépa, donc mais je choisis la classe prépa. Ok. Prépa HEC non, scientifique, du coup, ouais, maths sup, maths spé. Donc à Montpellier, enfin je suis prise à Montpellier, donc il y a une bonne prépa, je reste à Montpellier, donc c'est cool. Et donc là, je fais mes 2 ans de prépa. Comment ça se passe? Comment dire? Je dirais pas mal, parce que c'est pas ça, mais 2 années, horribles, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, t'as plus de vie. Ouais, mais moi je suis partie des gens qui ont vraiment... En fait, si tu veux, j'y ai repensé plein de fois après, je suis presque incapable de te dire ce que j'ai fait pendant 2 ans de ma vie, quoi. T'as fait, quoi. Ouais, mais genre vraiment tous les jours. Ça, j'étais le genre de personne, quand t'avais la petite pause d'1 heure entre midi et 2, je mangeais pas, quoi. Je restais en salle, je travaillais. Le soir, pareil, en rentrant, je travaillais direct. Et à ce moment-là, en plus, côté famille, c'était pas du tout ça, quoi. Enfin, mes parents se sont séparés. Ma sœur, elle était partie elle avait quitté la maison depuis les 18 ans. Je me suis retrouvée vraiment dans un environnement qui fait que je me suis renfermée, en fait, dans ma bulle travail. Et ça a duré 2 ans et j'ai fait vraiment que ça, quoi. Voilà. Et ça va, niveau santé et tout, à ce moment-là Eh ben écoute, oui, j'avais pas de... Mais je pense que ça a eu un impact après, quand même, inconsciemment. Et je pense que ça manque quand même quelque chose en toi. Et que, bon, t'étais jeune, t'as tes réserves d'avant, on va dire. Et donc, tu peux faire des trucs, quoi. Mais à mon avis, c'était pas dinguissime. Mais bon, voilà. Et donc, tu termines ta prépa. Donc, je termine quand même ça a payé, entre guillemets, quoi. Enfin, voilà. Donc, je termine ma prépa. Et donc, je suis prise là où je voulais, en fait, parce que j'avais envie de faire une école d'aéronautique à l'issue de ma prépa. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qui m'a orientée vers l'aéronautique. Ouais, ça, c'est pas anodin. Ouais, alors, je sais pas trop dire. Bon, après, ça reste quand même oui, quand l'aéronautique, ça reste un milieu assez généraliste, finalement, ou même après une école d'aéronautique, tu peux faire quand même plein de choses, en fait. Ouais. Mais voilà, je voulais une école d'aéronautique. Et même, tu vois, j'ai cette image de l'aéronautique très masculine. Parce que c'est surtout, en général, les hommes qui y vont, quoi. C'est très masculin. Enfin, c'est dingue. Aujourd'hui, je pense... Bon, déjà, moi, quand je suis rentrée en école, j'étais déjà, je pense, un peu plus... Mais même, je sais plus combien... Dans ma promo... Je sais plus combien on était, mais de mémoire, il me semble qu'on était un truc peut-être 130. Dans la promo, il devait y avoir peut-être 25-30 filles, tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'est pas non plus... Oui, mais c'est pas 3. Mais c'est quand même... il y a quand même, en gros... Et avec l'école d'aéronautique, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire ? Non. Là encore, tu vois, je suivais un peu le flot des choses. Ouais.
Donc quand je suis rentrée en école d'aéronautique même, je savais pas vraiment exactement ce que j'allais faire en sortie. Et je pense que c'est pas que c'est assez normal, mais après, c'est là vraiment que tu découvres le truc, tu découvres la diversité des métiers que tu peux faire en sortie et que tu trouves un peu ta voie, quoi. Et alors, c'était laquelle ta voie ? Écoute, moi, je me suis beaucoup intéressée par les turbomachines. Donc, en gros, c'est toutes les machines tournantes qui sont... l'aérodynamique. Donc, mais là aussi, on retrouve un côté artistique, tu vas voir, parce que l'aérodynamique, c'est vraiment les mouvements de fluide, en fait. Ah, ouais. Et les mouvements de fluide, en école, tu vas les étudier par de la soufflerie, par des simulations numériques. Donc, en fait, tu vas avoir des écoulements, des turbulences, des choses comme ça. J'aimais beaucoup ça. Donc turbomachine. Donc je suis partie. J'ai fait une année d'Erasmus en dernière année. Où ça ? En Écosse, à Glasgow. Ok. Ça t'a plu ? Je suis tombée amoureuse de l'Écosse, de Glasgow. J'adore cette ville. J'y retourne assez souvent. J'ai passé une super année là-bas. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Et du coup, ils avaient une bonne spécialité en turbomachine, justement. Et je voulais aussi aller découvrir l'Écosse, je sais pas pourquoi. Personne ne voulait aller en Écosse, en vrai. Ouais. Donc, c'était pas trop compliqué d'avoir une place. C'est dingue. Hein. Je trouve que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont en Écosse en ce moment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, c'était pas ce qui attirait. Puis il y a Écosse et Écosse. Il y a aller à la bonne saison et puis il y a passé l'hiver là-bas. Oui. Mais c'est trop bien. J'ai adoré. Et voilà, donc l'année s'est super bien passée. J'ai beaucoup bossé quand même pour une Erasmus, ça fait du recul, j'en dis. Mais bon, c'était cool. Et donc je suis rentrée avec cette spécialité-là, on va dire. Et donc j'ai fait mon stage de fin d'études là où je voulais, parce que c'est donc chez Snecma, qui est une entreprise du groupe Safran, c'est le leader européen sur la propulsion d'avions. Ok. Toutes sortes d'avions ? Toutes sortes d'avions. Ils font du civil et du militaire. Ok. Mais ils étaient connus notamment sur le civil. T'as eux et GE. Donc voilà, donc très content. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux et j'ai été embauchée après ça. À la suite. Ils étaient à Montpellier aussi ? Non, justement, c'est là où on arrive dans cette magnifique région. Donc non, ils étaient. Donc moi, mon école. Mon école d'ingénieur était à Toulouse déjà. Ok. Non, j'avais bougé à Toulouse. Et donc cette entreprise, elle est basée à côté de Melun, donc au sud de Paris. Et du coup, il a fallu que je vienne m'installer dans cette petite région. Mais oui, c'est ça. Moi, j'avais parti au-dessus. Je connaissais pas du tout la région parisienne. Et donc, je suis arrivée là pour chercher un appart. Et alors, en fait, c'était vraiment dans un petit bled paumé en plus. Bon, j'exagère quand je dis bled paumé, mais voilà, c'était pas Paris. Et donc, je suis arrivée là. J'avais donc soit le choix entre quasiment tous les stagiaires prendre un appart à Paris que je vais payer une fortune, dans lequel je vais passer 0 temps et faire 2 heures de trajet tous les jours pour me rendre dans ma boîte, ou prendre un appart à côté, donc dans la campagne, entre guillemets. Ouais. Donc moi, je suis plutôt option 2, je t'avoue. Ouais, grave. Et du coup, je suis un peu atterrie là, donc à Bois-le-Roi exactement. Mais bon, tu sais, dans l'optique, c'est un stage de 6 mois, donc c'est bon, quoi. Oui. Tu signes pas. Oui, tu te dis pas que c'est pour la vie. Quoi. Non, mais j'étais vraiment en mode où je suis, tu vois. Et donc voilà. Et puis finalement, j'y suis restée, tu vois. T'es restée combien de temps ? En fait, donc j'ai été embauchée. À ce moment-là, donc mon copain que j'ai rencontré à l'école, lui, il avait eu son premier, donc il a fait le même diplôme que moi. Lui, il avait commencé son premier emploi dans le sud à Marignane. Ok. Mais bon, quand j'ai été embauchée, donc lui, il a quitté ce travail-là pour venir me rejoindre parce que lui, ça lui plaisait, mais c'était pas non plus, voilà, c'était pas son. Alors que moi, c'était vraiment mon. Ouais, ça te plaisait choix, vraiment. Mon premier choix, que c'était vraiment très cool. Et donc, surtout qu'il avait plein d'offres. Paris, t'as énormément d'offres, quoi. Donc il m'a rejoint. Il a trouvé facilement un taf ? Ouais, il a trouvé assez facilement. Il a trouvé assez facilement son premier taf à Paris. Après, il a changé, pas mal, mais il a changé depuis, quoi. Mais bon, il avait trouvé un premier poste, en tout cas, assez. En aéronautique facile. aussi ? En aéronautique, ouais. Ok. Il pouvait pas bosser dans la même boîte que toi ? Tout. Il aurait pu, mais c'était
peut-être pas forcément son appétence. Ça, d'ailleurs, on s'est jamais trop posé la question. Est-ce que... Ouais, je sais pas. Ou alors, est-ce qu'il y avait un truc en mode, bah non, tu vois, on n'a pas envie de bosser même... Je sais pas. Et il est toujours dans le secteur ou pas ? Lui, lui, par contre, il est dans l'aérospatial, du coup. Maintenant, il bosse à l'Agence spatiale européenne et il adore ça. Et il est très bon dans ce qu'il fait. C'est dingue. Et c'est trop cool, enfin... Ouais, c'est toujours hyper impressionnant, je trouve. Ouais, c'est un super milieu et ça qu'il y a des hauts et des bas, mais quand ça revient un petit peu au centre, tu vois, typiquement avec la mission Artemis ces dernières semaines où on allait... retourner faire un tour autour de la Lune, ça relance à chaque fois une petite étoile, tu vois. Là, t'as les clichés qui sont tombés avec les photos des coups. C'est super beau, quoi. C'est incroyable. Et puis même, c'est effectivement ces valeurs qui sont portées, ces astronautes. Tu sens, ça fait du bien, quoi, de voir un peu d'humanité dans tout ça, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Et puis c'est cool d'avoir, parce que du coup, c'est quand même un secteur qui me plaît toujours, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vrai que d'avoir un petit peu Clément qui me donne des infos parfois, ou du coup, c'est l'occasion d'en parler, tu vois. Même si je suis plus vraiment l'actualité et tout ça, c'est chouette d'avoir toujours ce petit lien qui... C'est clair. Et donc, toi, dans ta boîte, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là exactement ? Alors, à ce moment-là, je suis ingénieure aérodynamique des turbines basse pression. Donc, je fais toujours de l'aérodynamique. Donc, la turbine basse pression, c'est un élément d'un moteur d'avion, en quelque sorte. Okay. Et donc, c'est vraiment, tout est segmenté, c'est énorme. Quand on est... Et donc, moi, je bossais sur l'écoulement des fluides là-dedans. Et moi, j'étais un petit peu plus... orientée recherche dans mon poste et je travaillais sur plutôt recherche-développement sur un élément de cette turbomachine. Enfin, l'idée, c'était toujours de trouver des petits devices, des petits éléments qui vont venir améliorer les performances du moteur, quoi. Okay. Donc moi, je bossais là-dessus. Donc, j'étais assez toute seule. J'étais dans une équipe, mais j'étais assez toute seule sur mon petit... mon thème, quoi. Ouais. Et ça me plaisait vachement parce que du coup j'étais assez indépendante. Il y avait ce côté un peu recherche. Je menais un petit peu par exemple des essais en soufflerie dans une soufflerie en Belgique. Donc on avait vraiment des échanges comme ça. C'était cool. C'était chouette, ça me plaisait bien. Ouais. C'est dingue. Ils ont appliqué des choses que tu as trouvées ? Eh bien, écoute, c'est très, très drôle parce que, alors déjà, il y a une semaine, mon copain m'a rappelé un truc et ça m'a fait marrer parce que, donc, c'était il y a presque 10 ans, tu vois, déjà. Donc, dans ma tête, je passe, voilà. Et je passais à, je suis plus la même, c'est pas que je suis plus la même, mais je passais à autre chose, tu vois. Genre, aujourd'hui, je fais des cookies et des photos, tu vois ce que je veux dire ? C'est dingue. Mais, comment on passe d'ingénieur aérodynamique à faire des cookies ? Mais tu vois, la semaine dernière, mon copain me dit, Alice, au fait, je viens de penser à un truc. T'avais déposé un brevet à l'époque ? Oui, c'est ce que je me demandais. Ouais, c'est vrai ça. Je dis, moi, c'est l'influenceuse Instagram qui fait des cookies. J'ai quand même déposé un brevet sur les turbines de moteur d'avion, tu vois. Je trouvais ça énorme. Ça m'a juste fait... Donc, ouais. C'est dingue. Donc, ça a été utilisé... Enfin, t'as déposé un brevet. Oui, ça, du coup... en vrai, c'est pas un énorme deal quand t'es dans ce milieu-là. Oui, mais t'as quand même trouvé quelque chose qui marche, des trucs comme ça. Donc, je sais... Mais du coup, tu me poses la question, je sais pas si ça a été vraiment... Quand je suis partie, c'était encore que du théorique, quoi. Mais il faudrait que je regarde, du coup. Mais il y a des chances que le système, dans son ensemble, son évolution, puisse avoir été mis en pratique sur certains modèles, ou je sais pas, ouais. Faut voir. C'est tellement impressionnant, c'est dingue. Et pendant ce temps-là, parce que tu travaillais combien de temps dans cette boîte ? J'ai bossé 3 ans chez eux. Ok. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a toujours cette partie créative, même si là c'est très créatif effectivement, cette recherche et tout, mais le dessin, la photo, même les animaux, où est-ce que ça en est tout ça ? Alors, le dessin, plus du tout. Je dessine plus. Ça, c'est juste que j'ai plus. Ouais, les animaux, comme je te dis, après ça va m'en rester. J'aime bien, c'est un truc qui me plaît, mais ça s'arrête là. Quoique, peut-être dans une autre expression. Parce que du coup... du coup, c'est important d'en parler. Du coup, je suis devenue végétarienne à 14 ans, au lycée. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton rapport à la bouffe. Ouais, c'est ça, et quand même, ça en fait partie. Donc, quand je suis devenue végétarienne, c'était vraiment pour les animaux, pour cette éthique-là.
Et donc, c'est quand j'ai commencé à bosser, pendant ces 3 ans, que je suis devenue végétalienne. Donc, et qui explique la suite aussi des événements. Et là, tu es toujours végétalienne? Là, je suis toujours végétalienne. Donc, ça fait 10 ans à peu près? Ça fait 14 ans. Ah ouais, waouh! Et ça fait quasi 24 ans que tu es végétarienne? Ouais. Ok. Et voilà, oui. C'était pas trop compliqué à l'école et tout ça? Parce qu'à l'époque... Alors, moi, ça n'a jamais été compliqué, justement. Enfin, ça n'a jamais été compliqué au sens où jusqu'au collège, je mangeais pas à la cantine. Ok. Bon, j'étais pas végétarienne à ce moment-là, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, je mangeais pas à la cantine. Au collège, je mangeais à la cantine du coup, mais je sais pas, il y avait une bonne cantine dans mon collège. Ils faisaient des petits plats, des petits trucs. C'était déjà assez cool pour l'époque, tu vois. Genre vraiment, t'avais un peu, tu vois, pas buffet, mais tu pouvais choisir les trucs que tu voulais. Donc si tu voulais que des légumes, des trucs comme ça, et c'était pas mauvais, donc pas si compliqué. Et à la maison, pas du tout, parce que ma maman a toujours été très... à l'époque, en tout cas, elle était très avant-gardiste et très ouverte sur le côté protéines animales, on va dire. Je pense qui est tout de suite lié au fait que dans la Réunion, en tout cas, et je sais que c'est le cas dans les Antilles, dans pas mal d'îles, dans plein de pays, en fait, dans énormément de pays, en Asie, en Inde, tout ça, où la viande n'est pas au centre de l'assiette comme elle est en France métropolitaine. C'est-à-dire que le centre de l'assiette, ça va plutôt être du riz, des grains, des condiments, des légumes, et souvent quand même, il y a quand même beaucoup de viande à la Réunion, je dis pas le contraire, un curry, machin, mais on est plus apte à construire une assiette qui ne tourne pas autour de la viande. Ouais. Et en arrivant en métropole, je pense qu'aussi, du coup, elle n'avait pas cette habitude, quoi. Ouais, cette habitude et les... Pas clichés, c'est pas ça, mais sur la cuisine française, où de base, l'assiette est construite de cette façon. Et en tout cas, elle a très vite, par exemple, commencé à nous acheter et cuisiner du tofu, des alternatives végétales. Ouais. Mais du coup, ça, c'était il y a très longtemps. Ouais, c'est clair. Petite, elle en trouvait. Ouais, et il y avait un peu de tofu dans les magasins bio et tout. Enfin, ouais, c'était clairement pas la norme, du tout. Non, c'est clair, parce que même, tu vois, on oublie, mais effectivement, même les restos japonais, tout ça, sont arrivés tard, dans les années 2000 et tout. Donc Oui, et puis ça restait très sectionné. C'est-à-dire que dans la cuisine japonaise, tout ça, ok, c'était ok de manger du tofu, mais sinon, mais au restaurant, sinon, les gens... Ouais, donc elle avait déjà cette curiosité quand même, et elle cuisinait. Et elle cuisinait beaucoup. Elle cuisinait beaucoup, et c'était très, très, très important pour elle, en fait, de nous nourrir bien. Bien dans le sens équilibré, avec des bons produits. Elle achetait que du bio, ouais, elle avait vraiment une conscience, quoi. Ouais. Je sais pas trop comment... parce qu'à La Réunion, je pense que c'était pas forcément le cas, tu vois, parce que c'est pas... Mais à mon avis, c'était plus le fait, arriver en métropole. Bon, déjà, elle travaillait pas, elle était donc à s'occuper, grosso modo, de nous. Et je pense, du coup, le fait aussi de découvrir cette nouvelle option qui se présentait aussi à elle, et... envie de prendre soin aussi, je pense, de nous, en fait, de sa façon de prendre soin de nous. Donc ça passait vraiment par l'alimentation. Ouais, c'est dingue. Et toi, tu cuisinais déjà, Non, petite? Moi, j'avais pas le droit de cuisiner. Du coup, il y avait vraiment ce côté, par contre, où elle cuisinait, mais... Alors, par contre, il n'y avait aucun souci pour qu'on se vienne et qu'on regarde, et que, tu vois, je me souviens avoir passé beaucoup de temps assise à la table dans la cuisine, et voilà. Mais elle n'avait pas forcément envie qu'on mette la main à la pâte, on va dire. Ou alors, à part si on faisait l'après-midi crêpes ou un truc comme ça. Mais j'avais pas forcément envie non plus, en fait. C'était pas en mode, je lui demandais pas. Mais du coup, par l'observation et tout ça, je me rends compte maintenant que j'ai énormément appris d'elle, quoi, là-dessus. Du coup, tu as commencé à cuisiner quand tu as emménagé c'est ça l'idée, c'est que... Donc après, prépa, t'as bien compris que je ne m'alimentais pas. En fait, si mon père ne me faisait pas des Tupperware qu'il me mettait au frigo, Alice, il y a des trucs, si tu veux, voilà. Ton père aussi cuisinait ? Alors, non, quand on était petite, il cuisinait pas quasiment, pas plus que ça. Mais il aimait quand même bien ça, au sens où, tu vois, c'est pas... quand je vivais qu'avec lui, par exemple, pendant la prépa, du coup, je me suis rendu compte qu'il cuisinait des trucs un peu... Il y avait c'était pas ultra diversifié, mais il y avait des petites recettes signatures dont je me souviens encore, et c'était bon. Et c'est important que ce soit bon, quoi. Ouais, je sais que s'il veut cuisiner un truc, il pourrait faire... ça le dérangerait pas, on va dire, et ce serait pas mauvais. Donc, mais bon, c'était pas
son centre d'intérêt direct, on va dire. Voilà. Et après la prépa, en école, donc prépa, à Toulouse. école, pareil. Je cuisinais pas, clairement. Vous alliez au resto d'ailleurs avec ta famille ou pas forcément? Alors quand on était petite, moi c'est des moments où je me souviens très bien que j'adorais. Ouais, c'était quand on n'y allait pas tout le temps, mais quand on allait au resto. Peut-être je me dis quand même par rapport à certaines familles, on devait quand même y aller assez souvent parce que je sais pas, on devait y aller peut-être toutes les 2 semaines, un truc comme ça. Je me dis. Genre un vendredi soir ou un truc comme ça, on allait souvent au resto chinois d'ailleurs. On allait très souvent aux mêmes endroits. Au resto chinois et j'adorais ça, quoi. J'adorais ça. Tu te souviens de ce que tu prenais? Non, mais absolument. À l'époque, moi, les nems, on va pas en reparler. Mais je sais que moi, ce que je préférais, c'était souvent les vermicelles sautées. Tu sais pas les nouilles sautées, les vermicelles, les transparentes, là. C'est sauté avec un bon assaisonnement de sauce soja et tout ça. J'adorais celle-là. Et je pense que c'était porc au caramel, je dirais. Ouais. C'est lui qui était bien caramélisé dans une sauce bien. Ça, c'était Oui, c'est ouf parce qu'en fait, c'est beaucoup vietnamien, mais à l'époque, on disait chinois. C'est le restaurant chinois. Ouais, grave. Oui, désolé, c'est ça. Non, mais non, t'inquiète. Mais c'est vrai que pour ceux qui écoutent, je sais asiatique, mais à l'époque, c'était on va au restaurant chinois ce soir. Mais complètement. Et même, ça me fait penser au japchae aussi, un peu les vermicelles transparents avec les légumes et tout ça, qui sont coréens. Mais ça m'a donné très faim. Oui, moi, ça sera. Mochi après, on n'est pas là. Oui, c'est vrai. On n'est pas là. C'est presque on mange des mochis après. Bon, les mochis ne sont pas chinois. On va pas offusquer trop le monde. Non, c'est clair. Mais il y a de la farine de régluant et il y a certaines choses. Ouais, vraiment. Surprise. Mais c'est vrai que c'était beaucoup. En plus, du coup, ma mère. Elle était. La Réunion, c'est quand même beaucoup aussi sur des épices. Enfin, c'est on va dire, c'est des choses qui se retrouvent dans plein de cuisines différentes, mais c'est cette approche épices, curry, mélange, et sans trop non plus de règles. Et du coup, on c'était beaucoup de restos un peu dans ces moods-là, quoi, finalement. On faisait pas mal de pizzerias aussi. Pizzeria des familles, hein, là, tu sais, là. Mais je kiffais trop, quoi. Ouais, et sauf que ce qui est rigolo, c'est que. Enfin, c'est pas rigolo, parce qu'à l'époque, c'était pas assez rigolo, mais je suis allergique aux produits laitiers depuis toujours. Ah ouais. Mais quand je dis allergique, c'est pas intolérante, quoi. C'est-à-dire que j'avais. Qu'est-ce qui se passe ? Je fais un œdème de Quick, donc je meurs. Je pensais pas qu'avec les produits laitiers, on pouvait faire l'œdème. Waouh. Écoute, si. Donc, c'était. Donc, là aussi, c'est peut-être cette raison aussi qui a fait que l'alimentation, c'est devenu quelque chose d'assez central. Ouais, c'est clair. Parce que, n'empêche que j'y pense que maintenant, tu vois, mais. Du coup, ma mère, elle avait un peu cette pression de plus, au sens où mon enfant assez jeune ne peut pas manger de produits laitiers. Sauf qu'à l'époque, on nous disait qu'il fallait boire du lait pour avoir les os solides, tu vois. Ouais. Que sinon... Et donc, c'est pour ça aussi que du coup, elle me faisait boire genre du lait de soja, du lait végétal, des produits végétaux comme ça. Donc, je pense et le tofu et qui est venu. Mais en fait, je viens de comprendre un truc. En fait, non, mais c'est fou. Parce que du coup, à mon avis, elle a commencé à aller en magasin bio pour me trouver des laits végétaux, parce qu'à l'époque, on n'en trouvait qu'en magasin bio. Ouais. Et c'est là où elle a, je pense, découvert aussi le tout reste. Un monde, quoi. Ouais. C'est fou. Va falloir l'appeler après. Ouais. Et c'est dingue. Et voilà. Parce que oui, donc ça, c'est dès ta naissance. Non, pas dès ma naissance, mais à partir du primaire. Ok. Ouais. Et genre, t'as eu un œdème un jour ou comment ça s'est passé ? Au début, ça a commencé par de l'intolérance, plutôt au sens où quand je buvais du lait, que je me souviens, au début, je buvais du lait le matin, et ça me grattait la gorge. Mais c'était juste, ça me grattait, c'était inconfortable. Ouais. Et quand moi j'ai commencé à le dire et tout, on me dit on a vite fait le lien en fait. Donc au début c'était juste un peu Et après ça s'est développé au sens où ça me faisait enfler. Je faisais de l'eczéma aussi, donc ça me bouchait tout. Enfin c'était un enfer quoi. Enfin c'était vraiment. Ouais, donc là ils ont dit stop. Dangereux, donc ouais. Et sauf que ça trouve partout en fait. Ouais, c'est clair. Et donc j'étais très très restreinte par rapport à ça. Parce que c'est la lactase. Je sais pas du tout. J'ai fait des tests et tout, mais alors trouver l'élément exact qui faisait ces allergies, on n'a pas trouvé plus que ça, quoi. Parce que est-ce que c'est comme pour le gluten ? Moi, quand j'ai arrêté le gluten, j'ai découvert qu'ils injectaient du gluten, tu vois, dans le jambon industriel ou des trucs comme ça. Yes. Ouais. Énorme. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'hypersensibilité qui se sont développées. Ouais. Mais du coup, effectivement, si tu sais pas exactement ce que c'est, l'élément, tu peux en retrouver, et c'est là où je pense à ta mère qui allait sûrement au supermarché en se disant mais en fait qu'est-ce que ça, des traces ou ça je sais pas. Après c'était ça m'est rarement arrivé d'avoir des problèmes d'allergie sur
un produit qui n'est pas censé en avoir. Donc je pense que c'est... Puis, enfin, c'était un petit peu bizarre, quoi. Mais, ouais, et c'est donc même le yaourt et tout ça. Bah après, je t'avoue qu'à un moment donné, t'essayes même pas. On a tout arrêté, ouais. Et après, en grandissant, par contre, ça se tarit un peu. Enfin, moi, ça s'est passé comme ça. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai regoûté par advertance des produits laitiers. Par advertance ou par inadvertance? Ah, par inadvertance. Ah oui. Non, par inadvertance, exactement, des produits laitiers. Ah ouais. Et je me suis dit, putain, je n'ai pas fait d'allergie, dingue. Et donc, j'ai retesté un peu, ça c'était à l'école d'ingé. Et du coup, je me suis rendu compte que certains produits laitiers passaient. Enfin, voilà. Mais bon, dans tout cas, j'avais plus envie, psychologiquement, tu sais, ça te... Voilà. En plus, quand tu n'avais pas été habitué petite au fromage et tout, c'est pas un truc qui t'attire naturellement. Et voilà. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à bosser, du coup, je me suis retrouvée indépendante, pouvoir me cuisiner, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où je suis devenue végane, parce que donc, j'étais déjà végétarienne depuis très longtemps. Ouais. Je mangeais déjà pas de produits laitiers. Ouais, oui, donc t'étais... Grosso modo, les œufs enlevés et peut-être faire un peu plus d'attention aux produits laitiers. Tu vois, s'il y avait des gâteaux avec un peu de trucs, je m'en foutais, ça, par exemple. Mais bon, voilà, ça me passe assez... Pas simple, mais bon, en tout cas simple et dans la suite de ce que j'avais entrepris. Ouais, et de tes convictions, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sauf que du coup à cette époque-là, c'était pas 20-26 hein. Le vegan, si tu voulais manger vegan, fallait cuisiner, fallait que tu si tu voulais manger vegan et manger des trucs bon, tu vas manger des trucs cool, des gâteaux, enfin de te faire plaisir quoi. Ouais, fallait clairement mettre la main à la pâte. Et donc là, tu trouves des livres de recettes ou tu crées des recettes? Et à l'époque, il y avait vraiment pas de ressources, il y avait rien. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et donc là, en fait, je me mets sur les blogs plutôt. Ouais, vraiment les blogs culinaires. Et je commence à faire quelques petites recettes pour le fun, hein, vraiment, pour le plaisir, pour des petites recettes véganes. Et à l'époque, c'était un autre monde en plus. Parce que c'était pas juste vegan. C'était vegan dans un... En gros, c'était le délire des gâteaux crus aux noix de cajou, tu vois. Je pensais exactement à ça. Mais le truc, parce que c'est les premiers trucs que j'ai goûtés sans gluten. Quelle horreur! Non, mais je veux dire... Déjà, ça coûtait une fortune, parce que faire un gâteau aux noix de cajou, voilà. Grave. Et t'en mangeais une part, t'étais en PLS, quoi. C'était des pavés. Genre, c'était un mélange de noix de cajou et d'huile de coco. Enfin, c'était... Ouais, voilà. Et tous ceux qui pensent que c'est beaucoup plus sain, ça ne l'est vraiment pas forcément. À partir du moment où c'est des produits naturels, bruts, etc., tu te dis, voilà, mais c'est juste que même gustativement, c'était pas mauvais, du coup, mais... Donc voilà, voilà. C'était plutôt des trucs comme ça, on va dire. Mais bon, c'était cool, j'aimais bien, mais plus que le côté ce que je mangeais, c'était vraiment le côté en fait découvrir un nouveau truc, un nouveau monde, tester les recettes, quand ça ratait, ça ratait, mais c'était rigolo, recommencer, plus ce côté-là qui me plaisait aussi. Et ton mec, il est vegan aussi ou pas? Non, mon copain, il est pas végétarien non plus, mais enfin, comment dire, il est à la maison, il est végétarien, quoi, carrément. Enfin, oui, il est végétarien, on n'achète jamais de viande. C'est plus en extérieur où il est quasiment végétarien, mais parfois il y a des trucs. Il commandera une belle pièce de viande. Justement, pas forcément une belle pièce de viande, parce que quand tu n'as plus l'habitude, c'est vraiment le truc de base qui va moins t'exciter, tu vois, une belle pièce de viande. Mais bon, voilà, plus sur des. Mais par contre, il y a des œufs à la maison et du beurre, et lui, il les utilise pas énormément. Enfin, ici, il aime bien manger des œufs genre le week-end, tu vois. Okay. Mais pas forcément, genre il va en acheter un ou deux, quoi, même, pas une boîte. Donc il est quasi vegan, en fait. Non, parce que le week-end, il va se prendre des croissants, des trucs comme ça, qui le sont pas. Mais sinon, oui. Enfin, je veux dire... Oui, il est quand même à 99% du reste du temps. Dès qu'on se cuisine à la maison, oui, tu vois, ça. Donc, et c'est vrai qu'il y a cette... Moi, je me pose cette question, justement, quand tu vis avec quelqu'un qui ne fait pas comme toi, justement, qui n'est pas forcément vegan, ça pose pas de problème, qui mange des croissants devant toi ou tout ça? Ah non, tout ça, pour le coup, non. Okay. Non, pas du tout. Bon, trop cool. Non. Parce qu'après, en plus, il aime cuisiner aussi, donc on cuisine, enfin, les week-ends, on cuisine ensemble quand même. Et lui, s'il doit cuisiner spontanément, on va dire, il sera vegan. Genre, je te dis, hier, par exemple, il a fait son meal prep pour la semaine.
Bah, il s'est fait du riz, il s'est fait un dalle de lentilles corail, il s'est fait une sorte de potée de légumes. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Oui. Il va pas du tout mettre de produits animaux dedans. Quoi, ouais, donc, c'est fait naturellement. Donc, ouais. Et quand tu fais ces tests, parce que du coup, on a exploré les animaux, le dessin, donc tout ça, à ce moment-là, pas trop. Finalement, les animaux, il y a eu un impact sur la cuisine et sur ce que tu manges. Et la photo, c'en est où à ce moment-là ? À ce moment-là, j'aime toujours la photo. Mais qu'est-ce que je fais réellement ? C'est vraiment plus du loisir, quoi. Okay. Enfin, genre... Attends, à ce moment-là... Pendant l'école d'ingé, il y a tout qui s'arrête parce que... T'as pas le temps ? Ah non, si, t'as tout le temps. Mais, non, parce que j'étais au bureau des élèves, du coup. D'ailleurs, responsable du bureau des sports et de la boutique. Donc, en gros... pareil, tu vois, un côté événementiel, organisation plus d'événements, de sorties, de trucs comme ça. Et avec une autre copine donc de ma promo, on avait fait la boutique de l'école. On tenait la boutique de l'école, donc on faisait tout le merch, quoi, des sweatshirts, des mugs, des trucs, et on avait vraiment poussé le truc à fond, quoi. Et du coup, je faisais les dessins. C'était plus du dessin. Mais non, en fait, non, j'ai pas arrêté. C'était plus du dessin manuel, mais c'était du dessin, numérisé, mais ça restait du dessin, quoi. Grave. Et tu créais des logos, des choses comme ça. Ouais, on avait fait des trucs de fou, des trop beaux sites de promo à l'américaine, tu vois, brodés et tout. J'allais dans les au petit labo avec lequel on bossait à Toulouse, qui nous faisait toutes les impressions, les machins, et c'était trop cool. Oui, donc, d'accord. En fait, genre on faisait des sondages avec ma pote auprès du reste des élèves pour savoir quelle couleur on part sur le polo de l'année, machin. Enfin, c'était trop cool. Trop cool. Et est-ce que vous faisiez pas des photos des soirées aussi, étudiantes ? Alors, à cette époque-là, non. Tant mieux. Oui, comme ça, tu profites un peu. Oui, comme ça, t'as pas de souvenirs parce que ça fait mal ça. Donc, en fait, ouais, j'étais à fond là-dedans et donc, en fait, tout... Ok. Mais c'est trop cool. Mais en fait, c'est le cas dans pas mal d'écoles d'ingé. En fait, tu bosses beaucoup, je dis pas le contraire. Si, un côté très sérieux et on a une très bonne formation et tout. Mais le côté vie étudiante, c'est super important et très formateur et prend une énorme partie si tu décides de t'y investir et c'est vraiment top, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Et donc là, revenons à ton taf. Donc là, tu restes 3 ans là-bas. Qu'est-ce qui se passe au bout des 3 ans ? Alors en fait, disons à partir du moment où j'ai commencé à cuisiner, ça m'a beaucoup plu. Et j'avais toujours envie de faire un peu plus. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, je pense sur ma dernière année, alors je suis passée en 4/5e, c'est ça, ouais. Donc je bossais plus que 4 jours par semaine. Ouais. Je me libérais mon vendredi. Pour ? Tous les vendredis. Ou un vendredi sur 2, je sais plus. Peut-être un sur 2, je me souviens plus exactement, mais pour faire des cheesecakes aux noix de cajou et à l'huile de coco. Donc c'est très très fou, mais en gros, j'avais pas du tout l'ambition de faire ça professionnellement. C'était vraiment purement du loisir et du plaisir. C'est dingue. Et je me suis dit, d'accord. Et mon chef, c'était un peu comme toute ma vie, en fait, c'est-à-dire que je bossais bien. On pouvait me faire confiance. Il savait très bien qu'en fait, je pouvais faire en 4 jours le boulot de... En fait, j'étais pareil dans mon travail que... Non, j'étais socialisée, voilà. Mais je bossais énormément, j'arrivais très tôt. Mais du coup, est-ce qu'ils ont réduit ton salaire quand t'es passé en 4/5e ? Oui, ils réduisent ton salaire. Oui, alors que tu bosses autant que si t'étais en 5... T'es pas obligé. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il sait qu'il pouvait me faire confiance pour ce qu'ils sont pas obligés de l'accepter, en théorie. Et après, la réduction de salaire, elle est pas non plus si énorme que ça. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est quand même... J'ai cette chance de pouvoir vivre correctement en bossant, en me libérant un jour pour faire un truc qui me fait kiffer. Vas-y, quoi. C'est dingue, ça n'avait pas été une décision difficile à prendre. Il y en a beaucoup qui ont peur de sauter le pas, Voilà, c'est juste se libérer un jour. Si tu veux revenir en arrière, c'est pas très compliqué, tu vois. Ouais. Mais en général, les gens font plus ça pour s'occuper d'un gosse ou un truc comme ça. C'est vrai. Moi, c'était pour faire des cheesecakes. Donc, tous les vendredis, je faisais un nouveau cheesecake. Mais non. Et tu les faisais juste pour toi, les amis ? Ouais. Ou il n'y avait aucune vocation à les vendre ou à en faire quelque chose ? J'avais pas envie, c'était vraiment... C'était un peu mon moment méditatif. Voilà. Incroyable. Dingue, ouais, c'est vrai, c'est assez fou. Donc voilà, je faisais mes cheesecakes. Est-ce que tu les prenais en photo ? Et écoute, ouais, justement, au début, après, à ce moment-là, c'était les tout débuts d'Instagram élargi
à pas juste tes potes et tes amis proches, tu vois. Où il y a quelques gens qui commençaient un peu à partager des trucs un peu plus... mais moi, c'était justement dans le cadre de... Mais, toi, c'était dans le cadre perso. Perso, quoi. Ouais. Mais comme je aimais toujours faire des photos à côté, je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire quand même des photos de ce que je fais. Donc c'est là où effectivement, c'était un peu l'idée. Une photo était complète. Enfin, si quelqu'un a l'envie de elles sont toujours là, je pense, mon compte n'a pas changé. Mais bon, c'était un autre délire. Mais oui, ce qui est beau avec la photo, c'est que tous les sujets sont différents. Et dès que tu veux shooter un nouveau sujet, il y a tout un monde à réapprendre. C'est complètement différent. Ouais, c'est dingue. Cool. Hein. Et c'est aussi important de savoir que on commence tous quelque part. Et de se comparer à tes photos actuellement, effectivement, c'est difficile et tout machin. Non, mais en fait, de reprendre à la base et on commence tous. Moi, je trouve ça plutôt rassurant de se dire que t'es vachement plus fier de tes photos maintenant que là, d'avoir un peu honte de dire regardez. Ça évolue, quoi. En fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que, en plus de ça, c'est un peu la façon dont tu vas partir qui va aussi guider, je pense, toute ton évolution et le style que tu as actuellement. Parce que, tu vois, c'est là où je te dis, si tu avais fait une école de photo, mais t'apprends quand même à l'école les rudiments de base, les techniques, les bases de la photo. Et c'est très bien, hein, je dis pas, il y a des gens à qui ça va très bien et qui réussissent et qui créent leur style et qui trouvent leur place, et c'est génial. Mais n'empêche que ça te met quand même une certaine structure, un certain cadre. Et si tu pars avec zéro technique, zéro rien, juste... en fait, c'est là où vraiment tu vas suivre tu testes, ton style, tu vois ce que je veux dire. Même aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui me disent « Tu proposes pas des formations photo ?» Je serais incapable de faire. Je n'ai aucune base... Enfin, oula, ça... Mais j'ai pas de base technique. Mais je pense que j'ai appris sur le tas, je suis mon intuition tellement et mon ressenti et tout ça et c'est devenu plus des réflexes, c'est une seconde nature, tu vois, parce qu'il y a quand même des réglages à faire, j'ai du matériel, j'ai tout, mais c'est tellement intuitif en quelque sorte que j'aurais beaucoup de mal à expliquer à quelqu'un. Je pourrais expliquer à quelqu'un, oui, si quand même, enfin, j'exagère, les réglages de base et tout ça, mais après, tu vois, expliquer la règle des 3, des tiers, machin... Non, mais je pense que si des gens viennent à un cours, je visualise plutôt une masterclass pour toi. Si les gens viennent, c'est plus pour comprendre comment toi, quelle est ta démarche et comment tu fais. Et un peu d'expliquer, moi je ressens ça et machin. Je pense pas qu'ils attendent de toi justement des règles ou des machins ou ce qu'on apprend en école de photo, quoi. C'est marrant. Ouais, peut-être, ouais. Mais je me sentirais pas ni illégitime, ni incapable, parce que j'adore partager, et je sais que quand je commence à en parler, je peux transmettre des choses, c'est pas ça. Mais c'est plus ce côté, en fait, d'avoir peur de... Ouais, c'est comme tu dis, pas de décevoir, mais si... ce côté technique de base, c'est pas quelque chose que... Ouais, mais il faut l'assumer. Il y a tout, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, t'as raison, c'est un petit... Puis c'est plus large que ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais du coup, là, on est revenu un petit peu à maintenant. Revenons là donc à ces premières photos et tout. Et donc là, tous les vendredis, tu fais des cheesecakes, tu testes des photos, tu les postes sur Instagram. C'est un peu l'idée. Donc ça, c'était il y a 8 ans ? C'était il y a 8-9 ans. Ok. Ouais, à peu près. Et donc, en gros, pour avancer là-dessus, il se trouvait qu'après un jour, c'était plus assez. Je voulais plus. C'est dingue, hein. Et voilà, ça allait très vite, en fait. En fait, j'aimais toujours mon travail, très clairement. Je n'ai jamais été lassée ou saoulée de quoi que ce soit de moi. Mais j'ai cette passion qui s'est construite à côté. Je voulais aller voir plus loin. Et aussi que ça a combiné au fait que je suis vraiment tombée... et ça, c'est un petit peu ma bonne étoile. Je suis tombée quand même vraiment au moment où ça a commencé à se développer sur Instagram. Mais c'était le début. Et j'étais dans une niche de la cuisine végétale. Il n'y avait personne. Il y avait plein de choses combinées comme ça qui m'ont fait me dire il y a un truc à faire et c'est le moment. Enfin, tu vois, je sentais qu'il y avait un truc à faire. Qu'il y avait des marques qui commençaient un petit peu, tu sais, à t'envoyer des messages. Mais c'était dans leur balbutiement. Et donc, en plus, tu vois, il n'y avait pas ce côté impressionnant où ça allait direct des grosses marques. Parce que toutes les marques végétales, c'était des bébés à l'époque. Et moi aussi, j'étais un bébé. Et du coup... Tu vois, il y avait ce côté, on est d'égal à égal, donc... c'est l'entraide, limite, c'est tout mignon. Oui, c'était ça. Ils m'envoyaient quelques produits, moi je faisais mes recettes avec, j'étais contente. Voilà, c'était vraiment cette époque très naïve et bienveillante. Et voilà, et du coup, à un moment donné, j'ai pris ma décision, je me suis dit, je vais faire un congé de création d'entreprise.
là, toujours, en fait, dans le confort de l'emploi, de l'emploi que j'avais à cette époque, c'est-à-dire que là aussi, ma boîte a accepté en fait, c'est comme une année sabbatique. Ouais. Sauf que, pas sauf que, en gros, l'idée, c'est pendant 1 an, on te laisse la possibilité de créer ton activité. Et si ça marche, tu pars. Et si ça marche pas, ils sont obligés de te reprendre à poste égal, salaire égal. Ah, c'est dingue. Donc, comment te dire ? T'es là, au pire des cas, ça marche pas et je retrouve mon taf qui me déprime. Voilà, je pense que c'est quand même dur dans tous les cas de refaire le même taf après 1 an. Ouais. Mais voilà. Et si ça marche, go, quoi. Et est-ce que tu as une aide financière à ce moment-là ou Non, t'as pas d'aide financière. Alors, peut-être que dans certains cas, tu peux, mais non, t'as pas d'aide financière. Ouais, après. Donc là, t'as pas... Tu touches plus de salaire, ni rien. Ouais. T'as pas de peur à ce moment-là de comment je vais faire C'est une bonne question, d'ailleurs. Non, pas plus que ça. Ouais, J'ai jamais dingue, eu trop de peur là-dessus. Ouais, tu y vas et on verra. Ouais, j'avais quand même confiance que... en fait, je savais pas du tout comment ça allait se passer, en réalité. Mais j'avais quand même confiance qu'il y avait un truc à faire. Comment ça allait marcher, combien de temps ça allait prendre, je savais pas. Après, j'habitais avec mon copain, donc j'étais restée dans mon petit studio de Bois-le-Roi. Oui, vous aviez pas besoin de trop de moyens. Un énorme loyer. Lui, il gagnait son salaire d'ingénieur aussi, qui n'était pas faramineux non plus. C'est nos premiers salaires, tu vois, mais bon, qui permettait de vivre. De payer le loyer. Ouais, voilà. Et du coup, écoute... Ouais, c'est vrai que je me suis pas trop posé de questions par rapport à ça. Je savais que je me faisais confiance, je savais que je le faisais quand même avec certaine conscience des choses. Et ta sœur, tes parents, à ce moment-là, ils te disent quelque chose ou ma sœur, elle était partie, elle a quitté la maison depuis bien longtemps et elle a fait le tour du monde pour tatouer. Donc, c'était pas du tout la référence par rapport à ça. Hein. Au contraire, elle m'a plutôt montré la voie que tu pouvais y aller vraiment en mode YOLO et réussir à faire des choses et à t'épanouir et à vivre. Voilà. Mon père, lui, lui, il est ingénieur informatique, donc il a connu un peu la même éducation, on va dire. C'est un peu comme tout le long, il me fait confiance en quelque sorte. Donc je lui explique mon projet. En fait, il sait que je vais pas me lancer à bras perdus dans un truc dans lequel j'ai pas un minimum. Donc non, il m'encourage plutôt. Ouais. Voilà, il me suit dans l'idée, quoi. Et du coup, pour pas une anecdote du tout, mais qui aussi joue un petit peu dans l'orientation prend ma vie à ce moment-là, c'est que ma mère décède à ce moment, un peu avant. Non, mais c'est, comme je te dis, il y a tout pas un sens, mais un rôle à jouer dans tout ça. Donc elle décède d'un cancer. C'est assez, comment dire. Ouais, c'est assez fou, quoi, après avoir pris soin c'est un comble, de notre santé au plus haut point, un comble au plus haut point, et de la sienne aussi par le... Voilà. Donc c'est un cancer qu'elle m'avait caché. Mais non. Oui, parce que quand mes parents se sont séparés, pendant un moment, j'ai plus trop eu de contact, alors que trop eu de contact avec elle. Et après, entre l'école d'ingé... mon Erasmus, les premières années, tu sais que tes parents, c'est ta dernière priorité. Tu vas pas les voir tous les jours. Voilà. Et donc, quand je la voyais, elle le cachait, quoi, en quelque sorte. Non, non. Et pour me préserver, quoi, très clairement. Ouais, pour que je profite de la vie, que je m'inquiète pas pour elle, etc. Mais bon, du coup, en fait, je l'ai appris... pour tout dire, je l'ai appris lors d'un voyage au Sri Lanka pour Noël avec mon copain, notre premier gros voyage au moment où je bossais, du coup. Je l'ai appris par le médecin chirurgien qui m'a appelé pour me dire votre mère, ça va pas, il faudrait que vous veniez voir. Mais ça va pas de quoi. Donc voilà. Lui, il savait que vous Ouais, lui, il savait que... Ouais, mais il m'a dit, votre mère, elle a jamais voulu vous prévenir, sauf que là, j'ai plus le choix. Je dois prendre... Et là, c'est lui qui a pris cette responsabilité. Elle voulait toujours pas. Je pense qu'il a, à mon avis. C'est dingue. Voilà, donc assez choquant. Mon rapatriement du Sri Lanka. Je n'ai pas arrivé à temps, moi. Mais bon, voilà. Et ta sœur ? Et ma sœur, en fait, elle ne se parlait plus avec ma mère depuis ses 18 ans, sauf qu'il s'est trouvé par un heureux hasard, parce que moi, j'étais en bonne relation avec ma mère, ma sœur plus. Depuis très longtemps. Et il se trouvait elle était elle n'était pas revenue en France depuis ses 18 ans presque. Et il s'est trouvé que pile à ce moment-là, elle était à Montpellier.
Et donc, moi, j'ai prévenu mon père. Ouais. Et donc, ma sœur a pu voir ma mère et lui parler, voilà, avant qu'elle décède. Donc, si tu veux, je préfère presque ça que moi qui avais une bonne relation, on va dire. Donc, voilà, c'était quand même ça. Ouais, qu'elle ait pu la voir. Ouais. Est-ce que ça a fait quelque chose à ta sœur ? Bah, je pense, oui. Oui, c'est sûr, dans plein de sens différents. Et voilà, une façon de pardonner des choses, de comprendre, plein de trucs comme ça. Moi, je pense que c'est... Ouais, non, mais ça a toujours un impact, c'est dingue. Hein. Ouais. Et voilà, et donc moi, l'impact que ça a eu, c'est... oui, ça a eu un énorme impact à ce moment-là sur ma vie, où j'ai pris des décisions assez radicales, donc celle-ci. C'était combien de temps après ? Je sais pas, mais pas très longtemps. En te disant que t'as qu'une vie. C'est pas ce que je me suis dit consciemment, mais je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi, c'est le besoin de changement, de se retrouver. Je sais pas. Je me suis mis à fond dans le sport aussi à ce moment-là. Enfin voilà, ça a déclenché pas mal de trucs comme ça. Et tu faisais pas... si t'avais le basket quand t'étais plus jeune, non, après... Championne de basket. Je faisais pas du tout de sport. Et là, je me suis mis, pareil, un peu dans tout ce que je faisais, je me suis mis en mode... fond. Ouais. T'es un peu, obsessionnelle. Ouais, vraiment obsessionnelle. Et en plus de ça, t'étais là, putain, sport, nutrition, c'est incroyable, il y a un truc à faire. Bon, voilà, je suis allée un peu trop loin, mais... Tu faisais quoi comme sport ? Je faisais de la musculation. Ah ouais. Ouais, vraiment. Mais en plus, musculation, il faut beaucoup de protéines, c'est ça, non ? C'est ce qu'on dit. Ouais. Que moi, j'en ai pas. Hein. Ouais. Et je suis allée très, très loin dans le truc. Et, Est-ce qu'ils te disaient des choses, les mecs à la salle ou... C'est le gros cliché, les mecs à la salle. Sur le fait que je sois végane et que je mange pas... tout le monde était plutôt curieux, en fait, à la salle même, tu vois. Parce que, plutôt curieux, parce qu'ils voyaient bien que j'avais des résultats, tu vois. Donc c'était plus... c'était la question de base, mais comment tu fais pour faire de la musculation et que tu manges pas de viande ? Mais ça, c'était pas trop lourd, tu vois. C'est lourd à la longue, parce qu'on te pose la même question, t'es là, tu sais pas expliquer. Oui, mais il y a de la curiosité. Mais c'était pas malveillant, quoi. C'était plutôt de la curiosité. Et du coup, toi, est-ce que tu te complémentais Non. Comment tu veux En vrai, je prenais quelques shakers de protéines, voilà. Parce que c'était un peu la base. Tu vois. Et les shakers de protéines, il y a quoi dedans ? À chaque fois, je vois ces trucs et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Eh ben, dans les pas véganes, c'est de la whey, donc de la protéine extraite de produits laitiers. En tout cas, c'est un produit assez dégueulasse. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on puisse faire de la whey vraiment de bonne qualité. En général, c'est fait à partir de résidus des produits laitiers, quoi. Ok. Comment t'appelles ça ? La whey powder. Comment ça s'écrit ? W-H-E-Y. Mais c'est en français, c'est je sais pas ce que c'est, lacto, quelque chose. Ça, vraiment, je connais pas du tout. Voilà, bon, écoute, je sais pas. Je vais pas me positionner sur si c'est bon, si c'est pas bon. Honnêtement, j'en sais rien. Et la version végétale, du coup, c'est de la protéine végétale. Hein. Aujourd'hui, t'as tout. Tu peux faire de la protéine avec du soja, du pois, voilà. Donc, Ok. Alors après, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Je pars du principe que, à mon avis, dans une alimentation équilibrée de base, t'as pas besoin de rajouter. Ouais. Après, si tu fais du sport de façon intensive, écoute, chacun voir. Oui, non, mais c'est clair. Donc voilà, moi j'en prenais parce qu'on m'a dit d'en prendre, c'est clair, très clairement. Voilà. Et t'es allée loin dans la muscu ? Ouais. Genre jusqu'où ? Jusqu'à, en gros, je kiffais ça en fait, hein, vraiment. Trop bien. Mais vrai. Et en fait, à me dire, tiens, j'aurais vraiment envie de voir jusqu'à où je peux aller. Et du coup, jusqu'à, on va dire, viser de la compétition sans aller jusqu'à la compétition, parce que je voulais pas faire de la compète. Okay. Parce qu'à ce moment-là, je bossais de toute façon. Et c'était pas du tout mon objectif, je m'en foutais. Mais je voulais quand même aller voir jusqu'à. Donc j'avais fait vraiment un programme sportif suivi avec l'alimentation. Enfin bon, bref, en gros, c'est là où en gros, je me suis détruit la vie par rapport à ça. Parce que, j'ai suivi un truc. Donc, niveau entraînement, c'était ultra intense, c'est-à-dire que je faisais 3 heures de musculation par jour. Mais en bossant à côté. Hein, donc, après le SAF, j'allais direct à la salle et je bossais. Et là, t'étais encore à plein temps ? Ou en 4/5e ? J'étais en 4/5e, je pense. Ouais, oui, mais 3 heures. Mais bon, ça change rien. Oui, quoi. non, grave. Donc, tous les jours, à fond, quoi, vraiment. Hein. Et à côté de ça, j'avais un programme... Enfin, c'est ce qu'ils font dans les programmes alimentaires en compétition, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraîner toute l'année et tout. Et tu vas avoir ces périodes de prise de masse. Et après, avant la compétition, grosse sèche pour cramer transformer ta masse graisseuse, on va dire,
en muscles pour avoir une définition musculaire de ouf et tout. Enfin, et moi, ça me faisait marrer. Enfin, c'était vraiment le côté presque plus psychologique qui m'a... Enfin, pas psychologique, mais j'avais aucune compétition que je visais, mais je me disais, putain, c'est fou ce que tu peux faire. Je veux voir et chimiquement et tout. Et oui. Qu'est-ce qui se passe Et en plus, à ce moment-là, j'étais en bonne santé et tout ça, donc... Je pouvais aller vraiment loin. Et en fait, tu pouvais aller très, très loin, pousser ton corps à ses limites sans que tu ressentes d'impact au niveau de ta santé. C'est-à-dire que je faisais des perfs de malade. Enfin, de malade, pour moi. Du coup, tu soulevais des haltères Ouais, c'est ça. Ouais, un peu haltérophile. Enfin, ouais. Et tout en fondant. Enfin, c'était assez fou. Tu vois, je trouvais ça assez captivant. Ouais. Comme une expérience, en fait. Voilà, exactement. Et ça fait... Enfin, quand tout va... Pendant un certain temps, tout va... tu te rends compte que tu peux aller très, très loin. Et quand tu te mets pas vraiment de... Enfin, et dans le sens d'une compétition, normalement, tu fais ta compétition et après, tu reprends un cycle. Bon, voilà. Je dis pas que c'est bien, c'est complètement pété pour moi. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Comment t'as pas de compétition et que tu dis, mais j'ai envie de voir jusqu'à où je peux aller vraiment. En fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. Et donc, en fait, à un moment donné, ton corps, Et toi, t'arrêtais pas de faire de la perte, du coup, sèche à la fin Ouais, c'est ça, j'ai arrêté. Et tu rentres dans un truc obsessionnel. Oui, c'est un contrôle de ton corps. Tu sais plus, en fait, parce que ça fait 1 an que tu t'alimentes différemment, en mettant des contraintes. Et en fait, donc, tu sais même plus trop quelle est la norme, tu vois. Et pour toi, ça te paraît normal. Ouais, tu deviens ton propre cobaye. Ouais, c'est ça. Et c'est très... Enfin, du coup, à un moment donné, faut que tu dis stop et tu sais pas à quel moment, parce que t'as l'impression que tu peux encore continuer sans que t'aies d'impact sur ta santé, sur ton... Ouais. Donc, c'est dur, tu vois. Et dans ton entourage et tout, personne te disait... Si, forcément, j'avais des remarques, parce que, tu changes énormément. T'as des photos de cette époque ? Ouais, j'en ai toujours. J'aimerais bien voir. Ouais, tu serais... écoute, je te montrerai. Mais il y a plein d'époques en plus de ça, quoi. Sauf que moi, ça allait du coup très bien psychologiquement. Tu vois, j'étais très contente. Et en plus, j'ai toujours su contrôler où j'allais et tout. Tu vois, donc, personne s'inquiétait, en quelque sorte, parce que, non, je sais ce que je fais, tu vois. Ouais. Voilà, c'était un peu extrême, mais c'est bon. Mais ça va, quoi. Mais bon, voilà. Et en fait, non, ça va pas. Et à quel moment tu te dis que ça va pas ? Quel moment je me dis que ça va pas ? Je sais plus exactement. J'ai apparemment eu de moments genre gros. Ouais. Mais à partir du moment où tu sens que niveau santé, ça suit plus, que tu es complètement déconnecté de la réalité, tu sais plus, quoi. Tu n'arrives plus à te situer, toi, par rapport au reste, dans l'alimentation, dans l'image que tu as de toi, dans tout, quoi. Parce que du coup, justement, la réalité versus toi, ce que tu pensais, c'était quoi la différence entre les deux ? Déjà, j'ai perdu tous les repères, au sens j'utilise le terme normal, mais c'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'une personne normale devrait manger, comment elle s'alimente, voilà, sa relation même avec l'alimentation. Physiquement, moi, j'avais l'impression d'être tout à fait normale, voire toujours, avoir toujours quelque chose à perdre, alors que, en fait, non, non, clairement, j'étais devenue beaucoup trop maigre, quoi. Tu vois, et sauf que tu t'en rends pas compte, t'es complètement une grosse distorsion par rapport à tout ça. Et niveau santé, je commençais à ressentir le fait que j'avais trop tiré quand même sur la corde, sur mes réserves et tout ça. Donc, ça provoque pas... Enfin, tu me dis si c'est trop perso. Non, mais s'il y en a qui vont trop loin, de savoir qu'est-ce qui peut t'arriver ensuite. Franchement, après, j'ai eu des moments où je me sentais... Mais même là, aujourd'hui, où je me sentais vraiment mal physiquement. J'ai plus d'énergie. Et psychologiquement, ça t'impacte énormément. T'es plus stable, tu tombes dans une sorte de dépression, donc plein de... Est-ce qu'il te manque en fait des nutriments ou théorie, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que tu contrôles justement suffisamment bien tous les apports que tu dois avoir. Oui, mais dans des quantités insuffisantes. Oui, ouais. Dans des quantités très insuffisantes. Mais oui, en théorie, c'est ça, sauf que t'imagines bien que j'ai fait des prises de sang. Et que dans tes prises de sang, j'avais pas de carence réellement. Donc je sais pas trop expliquer, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça et qu'il y a un côté aussi psychologique, un côté hormone, un côté hormone énormément, tu vois. Moi je sais qu'à un moment donné, j'étais en aménorrhée.
Oui, pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et... J'adore, oui, logique. Pardon, non. Mais non. Non, mais autant, ouais. Bah, de toute façon, à un moment donné, vraiment, c'était ça prenait des proportions vraiment... Ouais, c'est dingue. Hein. Ton corps, il se met en mode survie. Quoi. Ouais, et les médecins te disent, mais non, tout va bien, parce que les prises de sang sont bonnes. Bah, les médecins, ils avaient du mal. Il faut tomber sur des bons médecins. Enfin, pas des bons médecins, médecins qui comprennent. Donc, moi, mon médecin traitant de l'époque, c'était en mode... il s'arrêtait à la médecine, quoi. Alors, tu commençais à aller trop loin, trop comme ça. Non, tu fais des prises de sang. Moi, j'avais pas de carence ni rien réellement, donc... Mais bon, je pense que c'est vraiment plus... Mais c'est difficile à... Et puis, comme tu le comprends, il y a aussi des aspects psychologiques, plus de trauma, tu vois, du décès de ma mère, de mon enfance, dans mes études et tout. Et qu'il y a tout ça combiné, que ça fait une grosse... Du coup, quand un médecin généraliste classique, on va dire du médecine traditionnelle, médecine généraliste, va pas forcément pouvoir t'aider sur tous les aspects. Mais si tu vas voir d'autres spécialistes après, ils peuvent t'aider. C'est des gros... Ouais, c'est clair. La réponse est difficile, quoi. Ouais, grave. Et comment t'en sors, du coup ? Est-ce que tu veux voir un psy ? Est-ce que des naturopathes, d'autres gens ou Bah moi, j'ai ce tort d'être très en mode... je peux tout faire moi-même toute seule. Donc, en fait, j'ai vu quelques spécialistes, mais à chaque fois, ça n'a jamais... J'ai jamais poussé jusqu'à 2-3 consultations parce que, en plus de ça, il y a plein de hauts et de bas. Et du coup, dans les moments où tu dis, mais attends, c'est bon, je suis forte, j'ai fait des dingueries dans ma vie. Je pense que je peux m'en sortir toute seule. Et je suis toujours dans cette dynamique-là, en réalité. Et bon, de temps en temps, c'est cool. C'est cool. Tu vois, des moments un peu... pas désespéré, mais assez bas, tu vas voir un spécialiste et ça t'aide quand même sur le coup, tu comprends des trucs. Et là, on en revient aussi à ma sœur qui est avec laquelle je suis très proche et avec laquelle j'ai passé aussi... c'est un peu ma thérapeute d'un autre côté aussi parce qu'on a partagé énormément de choses. Donc, elle a vécu les mêmes choses. Elle a eu des retombées de ça avant moi, elle, qu'elle a, on va dire, plus... exprimé avant moi, alors que moi, à cette époque-là, j'avais pas du tout l'impression d'être impactée par quoi que ce soit. Et du coup, on a retrouvé plein de similitudes entre nous et on en discute vraiment ouvertement. Et du coup, si tu veux, ça m'a aidé à comprendre. Et elle a fait une vraie démarche, par contre, d'un point de vue plus thérapeutique. Et c'est un truc qui l'intéresse beaucoup aussi. Et du coup, en fait, c'est comme si tout ce qu'elle a entrepris sur elle, après, elle a pu m'en parler et ça s'applique aussi à moi. Donc, si tu veux, voilà, j'avoue que j'ai ce gros... c'est un gros plus pour grave. Qu'elle ait fait cet effort-là et qu'elle ait voulu le partager avec moi et qu'on... Voilà. Ouais, que vous vous construisiez avec ensemble. Qu'il n'y ait pas de pouvoir échanger, quoi. Qu'on puisse en échanger. Et on continue aujourd'hui. C'est assez dingue. Parfois, on se rend compte de trucs... des grosses similitudes entre nous et d'ailleurs, il n'y a rien à voir, mais parce que quand je vois tes mains et tout ça, ce qu'on ne voit pas, et si en plus on va en pull aujourd'hui, c'est que tu as pas mal de tatouages. Ils sont très beaux d'ailleurs. Est-ce que c'est ta sœur déjà qui les a faits ou on n'a pas fait beaucoup. Parce que, clairement, pas l'engouement, mais la facilité pour le tatouage, ça fait que c'est parce que j'ai une sœur tatoueuse et je pense que c'est pas quelque chose qui me faisait peur, qui me paraissait bizarre, voilà. Mais en fait, pas mal de mes tatous, je les ai quand même fait assez... Non, pas tôt quand même, non, je sais pas. Est-ce que ma sœur était énormément en voyage? Oui, elle a commencé dès qu'elle a eu 18 ans. Mais elle était énormément en voyage, à l'étranger. Où elle tatouait, mais elle était beaucoup à l'étranger, donc je l'ai pas beaucoup vue pendant une très grande période. Et puis c'était comme mes parents, à l'école d'ingé, tout ça. Donc pas beaucoup, mais j'en ai, du coup, je sais pas, j'en ai avoir 1, 2, 3 d'elles. Le premier, c'est mes préférés. Mon premier, c'est mon cousin qui me l'a fait. Ah, ton cousin aussi est tatoueur. Ouais, il est devenu tatoueur après, en deuxième taf, on va dire. Il est tatoueur aujourd'hui aussi, voilà. Donc, tous des créatifs. Oui, ça s'étend aussi à mes cousins qui sont assez créatifs. Ma cousine aussi, du côté de mon père, je sais plus quel terme, mais bon, dans ma tête, elle était un peu genre graphiste, designer. Il y a vraiment un côté très... Ouais, c'est clair. Et c'est le même côté créatif qui s'exprime, en fait, dans votre famille. C'est marrant, parce qu'il peut y avoir des musiciens ou autres et tout. Là, c'est vraiment via beaucoup le dessin, quoi.
Et tes tatouages veulent dire quelque chose ou j'imagine que tout le monde te pose la question. Les tatouages veulent strictement... Moi, je suis vraiment team. Non, mes tatouages n'ont aucune signification. Ils sont esthétiques, mais n'empêche qu'il y a toujours une signification derrière l'esthétique. Parce que s'il y a quelque chose qu'on trouve esthétique, c'est que ça nous parle. Mais non, je ne vais pas du tout réfléchir à mes tatouages. La plupart... En fait, moi, c'est plus mes voyages. En fait, je les ai quasiment tous faits en voyage. Donc, c'était plus dans la mood, quoi. Je sais pas. Ouais. Ou alors, mais du coup, j'ai cette approche aussi très... artiste du tatouage, et ça c'est ma sœur, je pense, qui me l'a transmis, au sens où je pourrais pas aller voir un tatoueur et lui dire bonjour, je veux ça, parce que je sais que quand t'es tatoueur artiste, c'est la pire chose. C'est comme moi, on vient de me voir et qu'on me dise oui bonjour, je voudrais des photos, alors je veux exactement ça que tu me fais. Non, parce que moi j'ai t'as ta manière de t'exprimer, j'écoute mes clients, c'est ton identité, c'est ça, t'as quand même ta part d'identité. Et du coup, ça va plus être cet artiste me plaît. Moi, j'ai envie de me faire un petit tatouage dans ce voyage-là. Cet artiste-là me plaît, je vais le voir et on voit plutôt ensemble. Ouais. Tu vois, ils ont des boucles, tu vois ce qu'ils font. Et ça va plus être mais j'aime trop cet esprit-là. Est-ce que tu peux faire un truc un peu comme ça, tu vois. Qu'il exprime son art. Voilà. Donc, tu vois, il y en a. La plupart ne veulent rien dire. Typiquement, ce pot de fleurs ne veut rien dire, mais il est stylisé, quoi. Il est beau. C'est clair. Le pot, il est... Ouais, le pot est assez dingue, et c'était un pari, parce que faire des petits détails comme ça sur la main, où, tu sais, la peau bouge beaucoup et tout. Et ça t'a pas fait trop mal? Parce que là, il y a peu de choses en dessous. Ici, honnêtement, ça va. Donc là, on est au-dessus de la paume de la main, pour info. Ouais, je sais pas si... Tout le monde ne regarde pas les vidéos. Et je me suis fait... C'était plus ça, tu vois. Lui, c'est pareil. C'était quand je suis allée faire ce tatou. Il avait celui-là d'exposé sur son mur. Je me suis dit, vas-y, il est cool, tu vois. Il m'a fait, vas-y, je te le fais. Je lui ai dit, vas-y, fais, on le fait, comme ça, on fait. Mais là, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est un barbelé ou on dirait ou la tige d'une fleur Ouais, une sorte de ronce, je sais pas. Et voilà, tu vois, plus de trucs comme ça, quoi. Et toi, t'as jamais voulu tatouer? Non. Non. Comme, a priori, tu sais bien dessiner aussi. Non, c'était... je laisse ça aux pros. Mais mes plus beaux, c'est quand même ma sœur qui me les a fait, je dois avouer. Elle t'a fait quoi? Alors, attends, mon plus beau de... Je peux peut-être te le montrer si je fais du grand écart. Attends, c'est ça qui me filme? C'est celle-là, ouais. Ouais. C'est celui-là, là, ce dragon. Est-ce qu'on voit? Attends, il y a le micro juste devant toi. Ouais, c'est bon. Ouais. Waouh. Ça, c'est celui-là, tu vois, c'est mon frère. Et c'est deux-là, celle qui les a fait, d'ailleurs. Voilà. Oh là là. Et ils sont trop beaux. Incroyable. Voilà. Et cette femme-là, qui est justement pareil, dans des ronces. C'est une femme nue, en barbelé, un peu. Waouh. Ouais. Donc ça n'a pas de sens, mais c'est... Oui, pourtant, ça a beaucoup de sens quand on le regarde, quoi. Oui. Mais je pense que le sens, en fait, passe aussi par ma sœur, qui est très... très artistique, très sensible, très spirituelle. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Ouais. C'est pas exprimé, mais... ça se fait naturellement, mais un truc c'est un peu intrinsèque, quoi. Voilà. Le temps file, comme d'habitude. C'est dingue, hein. Ah ouais, 15h30, oh my God. Où est-ce qu'on en était? On en était à... Donc, il y a eu toute cette partie muscu, il y a eu... le 4-5e, justement cette obsession Instagram qui commence à marcher un peu, ses premiers partenaires, la photo autour de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment la boule de neige grossit? Je suis très reconnaissante à l'univers, on va dire, pour pas dire le mot chance, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de chance dans les choses. Après, tu as osé le faire aussi. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça, je pense que j'ai une partie, mais bon. Voilà, comme je te dis, je suis tombée au bon moment quand même. J'ai cette chance d'être dans une niche. Voilà. Et en fait, tout s'est passé super naturellement, vraiment, quoi. Et, je me suis lancée. J'ai eu des premiers clients, ceux avec lesquels j'étais déjà un peu en contact avant, tu sais, qui m'ont un peu fait prendre la décision en me disant il y a un petit truc à faire. Et comme je te disais, donc... qui à la base étaient des toutes petites boîtes avec un type qui avait son petit stand sur le salon machin et tout, et qui aujourd'hui on a grandi ensemble. En fait, cette chance-là, c'est que on s'est fait confiance au début. Ouais. Et forcément, on bossait beaucoup. Je faisais des prestats pour rien. Niveau financier, tu vois. Par exemple, c'était quelle marque et qu'est-ce que tu faisais par exemple, tu vois, mes clients historiques avec lesquels je me suis lancée à ce moment-là.
Ah, il y a Funky Veggie, par exemple. Ah oui. Bon, à l'époque, il y avait Camille et Adrien qui vendaient au Monoprix, leur petite... Mais même pas, ils étaient sur le stand de la Veggie World, ils faisaient goûter leur petit cœur de boule et tout. C'est trop incroyable, mignon, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, on va faire des trucs ensemble. Et on a grandi ensemble. Et donc, toi, tu faisais des photos pour eux? Est-ce que Je faisais des photos et des créations de recettes, quoi. Ah, tu créais les cœurs de boule? Non, plus des recettes à partir. Enfin, tu vois, des photos ou des recettes à partir, utilisant les produits, les cœurs de boule. Et après, au fur et à mesure que leur gamme a grossi, le reste. Ok. Tu vois, donc des Funky Veggie, des Go Nuts, qui aujourd'hui sont... c'est clair, les Go Nuts, donc, pour info, c'est des pâtes à tartiner de cacahuètes. De noix, quoi. Ouais, oui. Comment on dit, d'oléagineux. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et des Harry & Co qui font les substituts aux produits, galettes, boulettes, voilà, mais non, qui ont une gamme énorme, qui ont des veggie box, des pasta box, ouais, des c'est dingue, ouais, vous avez grandi ensemble. Quoi. Ouais, des trucs comme ça, ce genre de marque, tu vois. Et donc là, tu faisais même du set design, en fait, parce que quand tu fais une photo et quand tu fais des recettes, pour que les deux marchent bien, il faut aussi que ce soit joli. Voilà. Oui, c'est ça, en fait, c'est que du coup, je commençais toute seule, et je suis toujours toute seule, et en fait, c'est trop cool, parce que et c'est ce qui fait, je pense, ma force aussi, pour mes clients, c'est que c'est all inclusive, quoi. Ouais. En gros, j'ai la partie création de recettes en cuisine, set design, du coup, comme tu dis, stylisme culinaire, mise en scène, photo et vidéo. Et voilà, donc en gros, il s'occupe de rien. Et... Après, voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, moi, j'ai ce côté-là où je fais le tout et c'est cool parce que quand tu fais une recette, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce que tu as utilisé, et tu comprends la recette et donc c'est plus facile à la mettre en avant. Pour moi, c'est un truc assez global, la façon de le penser, mais n'empêche que ça va pas remplacer, par exemple, une styliste culinaire sur un shooting d'une photo pour un magazine où il y a vraiment un set design de fou à faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. L'un va pas substituer forcément à l'autre. Ouais. Ça dépend dans quel... Moi, je saurais pas le faire. Ouais. Elle saurait pas forcément non plus bien mettre en avant un style culinaire sur un truc plus accessible. Oui, ça dépend du projet, en fait. Ouais. Quoi. Mais bon, ça, moi, j'aime bien, c'est cool. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est varié, au moins. Ouais, et c'est créatif. Et donc, tu as tout appris sur le tas aussi. Ah. Oui, là-dessus, ouais. Et donc, à la fin de ton année de congé, finalement, tu arrives à te payer. Ouais, à la fin de mon année, je réfléchis pas. Tu te dis, on va faire un peu de départ. Voilà, c'est ça. J'ai voulu amener des... Et donc, du coup, je leur dis, je les quitte vraiment. Ah, c'est dingue. Donc là, ça fait combien de temps? Alors, je crois que je me suis lancée en 2016, il me semble. Ouais. Ma première petite micro-entreprise, c'était en 2016. Donc, donc ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. Waouh. Et donc, comment tu définirais ce que tu fais depuis 10 ans? De la création culinaire. Parce que, comme moi, au début, je pensais que j'aurais à faire un choix entre vraiment le côté cuisine et le côté vraiment plus visuel photo. Et en fait, non, les deux se sont combinés parfaitement. Et voilà, donc ça, c'est ça, ouais. Et puis après, ça va en plus, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si n'importe quel petit projet qui tourne autour de ça peut se... moi, je suis toujours enthousiaste à justement sortir un petit peu du quotidien et faire de nouveaux trucs. Après, tu as tout le côté atelier, événementiel, édition, livre. C'est dingue, ça fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'intégrer dessus, quoi. Et puis en plus de ça, maintenant, ça va au-delà du... je dis culinaire, mais... en fait, tu vois, récemment, j'ai eu des projets assez cool parce que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui en culinaire, tu as tout le côté, on va dire, food porn, texture, produits... ça s'applique à plein d'autres choses, du cosmétique. Mais oui, j'ai vu la campagne Dior avec Carré Sauvage. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus Carré Sauvage qui a fait une collab avec Yves Saint Laurent. Ah, pardon. Sur une tablette. Et du coup, elle m'a demandé de faire une vidéo, mais c'est exactement pareil. Ah ouais, tu vois, magnifique. Et tu peux caler... ça fait très food porn, café, et en même temps, un luxe. Parfum, tu vois, voilà, c'est... Ouais. Ça, t'as des échos à faire, quoi. Putain, incroyable. Et c'est marrant, j'ai une question de film. C'est quelle situation, créateur culinaire?
C'est quelle situation? En fait, est-ce que c'est une bonne situation? Enfin, en gros, est-ce que t'as toujours des pics, des hauts, des bas et tout ça? Ou est-ce qu'on peut bien en vivre? Je pense que ça dépend vraiment. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de généralité parce que, en plus de ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, qui s'est beaucoup plus popularisé, je sais pas, ces dernières années. Donc, il y a beaucoup plus de monde qui le font. Beaucoup d'agences aussi. Donc, de moins en moins de... Enfin, j'en sais rien, en fait, parce que en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que je suis pas pote avec plein de... Et pour toi? Et du coup, mais pour moi, en tout cas, pour moi, ça marche bien. Ça marche bien, je suis très contente et ça se développe. J'ai plein de projets cool, des nouveaux clients et donc, donc moi, je suis vraiment très, très contente et très contente de ce que j'ai réussi à construire et de comment ça fonctionne aujourd'hui. Après, par contre, il y a des hauts et des... Enfin, sur une année, il va y avoir des périodes de hauts et de bas. Et une énorme inconnue sur le lendemain, très clairement. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement impactée par plein de choses que je ne contrôle pas. C'est-à-dire, par exemple... moi, je l'ai très bien vu. J'ai eu une énorme prise de conscience à ce moment-là, au moment donné où la vidéo est devenue prépondérante. Quand il arrive à TikTok et qu'Instagram a voulu s'aligner et que du jour au lendemain, tout le monde me donnait des vidéos. Je ne sais pas de vidéos avant. Personne me donnait des vidéos avant. Et je ne savais pas faire des vidéos. Donc, j'ai dû apprendre à faire de la vidéo. Parce qu'on te l'a demandé, pas forcément par envie. Moi, je n'avais pas envie. J'étais flippée. J'étais en mode... Non, mais moi, je suis photographe, moi, je fais pas de vidéo, je sais pas, Et là, c'est un peu mon copain qui m'a poussée aussi, au sens, vraiment, je me rends compte, il m'a bien encouragée là-dessus, et aujourd'hui, j'adore faire des vidéos, je fais quasiment, je pense que c'est plus de la moitié de mon activité, ça va être de la vidéo aujourd'hui, et j'adore faire ça, j'adore. Et pareil, tu vois, c'était trop cool, parce qu'en fait, ça m'a poussée à me challenger et à développer une skills que j'avais pas du tout. Et donc à apprendre, à refaire comme le cheesecake en quelque sorte, à repartir de zéro, à apprendre, à tester, à rater, à machin. Toute seule. Et je vois maintenant, ça allait vite parce que la vidéo, c'était il y a pas si longtemps non plus, je sais pas, ça va être 3 ans. Ouais, je dirais même Covid, peut-être 5 ans. Ouais, voilà. Et que du coup, je vois l'évolution par rapport à mes premières vidéos. Ouais, c'est chouette. Et il y a encore plein de trucs à faire. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que du jour au lendemain... ça peut s'effondrer, en fait. Donc, quand même, toujours ce truc un petit peu en tête de, pour l'instant, tout va bien, donc je vais pas me créer je continue d'en lancer, je m'amuse, donc c'est cool. Mais bon, voilà, t'as aussi en contrepartie ce côté-là, quoi. Ce côté-là, le côté où tu te construis pas une retraite, t'es en marge, donc... mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette peur en toi du lendemain. Enfin, tu sais que de toute façon, tu sauras quoi faire si ça s'arrête. En fait, j'y réfléchis pas parce que je viens de te dire que... Donc, j'en ai conscience. Mais ouais, je sais que je saurais rebondir. J'ai des idées... j'ai pas un truc... Alors moi, de base, je suis à la fois très, très organisée comme personne, mais pas... très structurée au sens où je vais pas avoir un plan, j'ai pas de plan de vie, tu vois. Mais j'ai suffisamment de recul et de, on va dire, de bons, je sais pas trop comment dire, pour savoir que je sais que je saurais rebondir. Et au-delà de ça, si je pars sur ma situation actuelle, là, je suis toujours avec mon copain, il a une bonne situation aussi. Voilà, on est OK, voilà. Mais bon, il y a quand même toujours cette grosse inconnue et ce gros stress de tout entrepreneur où c'est vraiment à l'échelle d'une semaine. S'il y a une semaine où, typiquement cette semaine-là, cette semaine, j'ai quasiment pas de projet pro. Et ça te stresse, ça ? Ça me fait flipper. Ça me stresse. Bon, ça me stresse pas parce que maintenant, j'ai suffisamment de recul pour savoir que dans 2 semaines, certainement, j'espère, en tout cas, je sais pas, j'ai même pas de certitude, mais que je vais avoir pas mal de boulot. Donc, je sais que c'est très... c'est pas une activité qui est linéaire. Mais il y a quand même un truc qui me stresse. Et je sais que ce week-end, par exemple, ça m'a quand même occupé l'esprit en backup. Tu vois ? Et qu'est-ce que tu fais quand tu stresses ? Après, quand je dis que je stresse, c'est que ça m'occupe l'esprit. Je ne vais pas être stressée. Mais bon, déjà, j'essaye
avec les années de recul que j'ai, de me dire non mais tu sais très bien que Alice, c'est normal, c'est comme ça, et que ne te plains pas parce que dans 2 semaines, ça se trouve, ce sera la folie, et là je vais me dire je sais pas, le temps de faire tout, et qu'en fait j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, mais que je trouve pas le temps de faire, donc profites-en. Il y a le temps là. Tu vas voir qu'à la fin de la semaine, si tu m'envoies un message, je te dirai ah non, mais finalement, j'ai pas réussi à trouver le temps de le faire. Donc, voilà. Tu vois, par exemple, là, ça fait pas mal d'années que je fais beaucoup moins de recettes pour mon blog parce que je suis trop occupée par mes projets clients. Voilà. Mais j'adore faire ça aussi. Donc là, typiquement, j'ai du temps. Je pourrais me faire des petites recettes. Ouais. J'ai la liste. Je l'ai faite ce matin dans le train de la liste des 4 recettes que j'aimerais faire cette semaine. Si j'arrive à en Donc faire je vais t'écrire à la fin de la semaine pour savoir si tu les as faites. Ouais. Tu vois, je voulais faire une recette pour Pâques, au moment de Pâques. Ouais. Pâques vient de passer, pour info. Oui, Pâques est passé. Hein. Non, mais parce que ce sera diffusé après. Ouais. Mais du coup, j'avais l'idée et tout, mais à chaque fois, je reportais parce que j'avais un autre truc prioritaire qui venait se poser. Et j'ai réussi à faire ma recette de Pâques la veille de Pâques. Je me suis réveillée à 6h du matin, le samedi matin, pour faire le montage vidéo, pour pouvoir poster la recette de Pâques le jour de Pâques. Tu vois. J'étais là, ouais, mais j'ai réussi, j'ai fait une recette pour Pâques. Oui, c'est ça, tu l'as fait. Mais parfois, on aime bien aussi travailler dans l'urgence ou un peu last minute. Ouais, moi, c'est pas trop moi. Mais bon, voilà. C'était pour... Et est-ce que... avant de poser les questions de la fin, est-ce que tu travailles aussi dans le monde ? Parce que je crois savoir que tu vas de temps en temps à Bali. Est-ce que tu as des projets en dehors de la France ? Alors, franchement, non. Mais Bali, c'est vraiment un cas très spécial. Parce que du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que... donc, au moment où j'ai quitté vraiment quitté mon poste, en fait, très bizarre en fait, de se dire que t'imagines du jour au lendemain, tu quittes ton travail et tu te retrouves chez toi. Ouais. C'est pas comme si j'avais plein de boulot, hein, donc tu vois, c'est pas en mode j'ai plein de trucs à faire, j'ai mon plan, etc. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie 1 mois à Bali, où j'étais allée juste une fois en vacances pendant que je travaillais. Et où pareil, à cette époque-là, Bali, ça commençait à être bien monté en termes de resto, café, tout ça. Et puis justement, côté vegan et tout ça. Oui, le côté vegan de fou. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des photos de tout ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que puis c'est très facile. Enfin, Bali, là aujourd'hui encore, c'est assez facile, on va dire, de bosser avec des restos. Enfin, et donc à cette époque-là, je suis partie 1 mois avec mon appareil photo et je me suis dit, l'idée, c'est j'y vais, je rencontre les... Et donc ça a bien marché. C'était pareil, hein, c'était pas ultra rémunérateur ni rien, c'était aussi beaucoup de un repas offert si tu fais des photos, mais c'était cool, moi je m'en foutais, je voulais juste faire des photos. Et c'était trop cool, et en fait j'ai rencontré beaucoup de restaurateurs, et donc l'année d'après j'y suis retournée et qui m'ont fait vachement confiance et qui ont beaucoup aimé ce que j'avais fait, et du coup qui m'ont dit si tu reviens l'année prochaine on refera des photos. Et donc j'y suis retournée, et voilà, et du coup depuis en fait je continue à y retourner à peu près 1 fois par an en fait, je me suis rendu compte. Génial. Mais petit à petit c'est plus vraiment pour... Enfin, voilà. Ou alors c'est pour faire quelques photos avec quelques cafés avec lesquels j'ai vraiment maintenant une relation d'amis. Enfin, mais voilà, c'est... Tu vas pour te ressourcer. Ouais, c'est ça, ouais. C'est toujours super inspirant et... Ouais, non, mais on dit toujours qu'il y a une énergie qui se dégage de cette île, c'est incroyable. Ouais, ça c'est bizarre. Mais du coup, quand tu vas à Bali, tu vas où ? Est-ce que tu restes à Ubud et tout ça, enfin là où il y a beaucoup de monde ? Alors moi, à Bali, ça me fait trop marrer parce qu'à chaque fois, tout le monde me dit « T'as trop de chance d'aller tout le temps ». Et en fait, je le nie pas, mais ce que je leur dis déjà, c'est que mais si vous venez passer les 2 semaines que je passe à chaque fois à Bali, vous allez trouver ça d'un ennui extrême, parce que en fait j'ai ma routine à Bali, si tu veux, maintenant, et donc en fait je reste 2 semaines à Pererenan, là à côté de Canggu, et je fais la même chose tout le temps, tous les jours, je découvre rien de nouveau, j'ai pas envie de découvrir rien de nouveau parce qu'en fait j'adore retrouver mes petits trucs, donc c'est quoi ta routine du coup là-bas ? Ma routine là-bas, c'est que littéralement pendant 2 semaines, je vais me lever avec le soleil. Enfin, je vais aller faire mes 10 km de course à pied. Non, mais vraiment, j'ai vraiment une routine au sens... je fais la même chose tous les jours. Normalement, à ce moment près, j'arrête mon café... Je termine mon footing sur un café de plage, le même. Donc, il est à peu près 7h30, tu vois, donc il est très tôt. Prendre mon petit... Pas un café, d'ailleurs, à ce moment-là, je prends une tisane.
en regardant les surfeurs et le soleil et tout ça. Après, je vais faire Non, ça fait magique comme ça. Bon, après, à côté de ça, Oui. Après, je vais faire une séance de yoga. J'en fais pas plus que ça ici, mais là-bas, c'est très cool. Ouais. Dans le même studio de yoga où j'ai trouvé que j'adore et qui est un petit truc super sympa. Et après, je vais dans mes cafés, je fais quand même des photos, des trucs comme ça, je les édite la journée. Enfin, voilà. Je vais au même resto, même vieux resto, manger les mêmes vieux plats tout le temps à chaque fois. Là, cette dernière fois, j'ai goûté un plat que j'avais jamais goûté dans un des restos. Est-ce qu'il t'a plu ? Il était très bien. C'était un gros engagement parce que grave. Mais je suis comme toi, je prends toujours les mêmes choses, ça me rassure. Et puis je sais que c'est bon. Quoi. C'est ça en fait. Là, elle me rassure, c'est qu'en fait j'ai envie de ça, quoi. Grave. Donc voilà. Je suis une grande amoureuse de Bali, donc tout ça me transporte. C'est fou comme endroit en plus. Ça change tellement vite. C'est clair. Moi, je m'exile un peu dans le Nord. Oui, voilà. Mais là, j'ai fait la promesse à mon copain de la prochaine fois, l'année prochaine, donc, certainement. Enfin, on ne sait pas parce que le monde est un peu fou, mais si j'y retourne, qu'on y retourne ensemble. Enfin, en gros, que je me fasse une semaine avec ma routine boring, comme ça, c'est fait. Je suis contente, c'est fait. Et après, qu'ils me rejoignent et qu'on découvre un petit peu plus aussi. Enfin, j'ai déjà découvert d'autres endroits. Hein, voilà, j'y suis allée plein de fois, mais voilà, qu'on vraiment... On découvre aussi d'autres endroits de Bali, quoi, parce que y a plein de choses à faire. Et alors, c'est difficile de se projeter en plus dans ce monde et tout ça, mais qu'est-ce que tu aimerais créer ou développer ou tester dans les prochaines années ? Il y a des choses qui te font un peu rêver ou tu es un peu au jour le jour Non, franchement, je suis au jour le jour, vraiment. En fait, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais, je m'amuse beaucoup dans ce que je fais, j'aimerais juste que ça continue et que je puisse avoir la chance de bosser sur des projets de plus en plus fous, dingues, à la fois exigeants mais stimulants, quoi, sur lesquels on me fasse confiance et qu'on me challenge en même temps, parce que n'empêche que à la fin, t'es quand même content d'avoir bossé avec un nouveau client où il y avait quand même une certaine pression parce que tu sais que c'est une marque qui a des attentes en retour, c'est clair. Et qui soit satisfait et qu'ils aient envie de refaire appel à toi et que tu construises quelque chose. Et donc il y a ça. Sur le long, je sais que j'ai toujours moi cette idée. Enfin voilà, il y a 2 ans, j'avais pas que commencé puisque j'étais allée quand même jusqu'au bout. J'avais eu envie d'ouvrir mon coffee shop. Et voilà, donc j'avais tout fait. C'est marrant parce que je sors bientôt l'épisode de Linda. Mais j'attends que le coffee ouvre. Trop cool. Et donc ça prend beaucoup de retard, mais c'est marrant. Heureusement, j'ai envie de te dire. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et et du coup, j'avais vraiment très envie. Et sauf que j'ai justement pour ça, au dernier moment, en quelque sorte, j'ai mis sur pause. Enfin, en gros, je me suis juste dit en fait, voilà, je peux le faire, c'est cool. Mais là, en fait, c'est là tout de suite maintenant, j'ai plus l'envie au sens où je me dis que c'est pas vraiment le bon moment parce que j'ai pas envie de sacrifier mon activité actuelle qui me plaît, qui m'apporte du plaisir, qui marche bien et j'ai cette chance-là en quelque sorte. Et ça serait quand même dommage de devoir me mettre en frein parce que je comptais pas arrêter à 100% mais quand même me mettre un gros frein. C'est beaucoup de boulot. Donc à partir du moment... et puis c'est une activité où si tu mets un frein, en fait, tu arrêtes parce que si t'es pas à fond dessus, si t'as pas une dynamique, on trouvera quelqu'un d'autre pour te remplacer. Voilà. Et donc voilà, donc je me suis dit non, c'est pas le bon moment. Mais j'ai fait le truc jusqu'au bout, je sais ce que c'est, ça me plaît toujours. Et donc je sais qu'il y a un moment donné où ça viendra. Et c'est un petit peu ma solution backup au sens où si tu dis si un jour mon activité vraiment elle s'arrête, je sais que j'ai envie qu'il y a ça, que j'ai envie de le faire. C'est quelque chose qui m'apporterait beaucoup et donc voilà, et que je le ferai à ce moment-là parce que je me dirais c'est certainement le moment. Donc voilà, mais ça serait complètement différent pas complètement, mais ça serait différent de ce que j'avais quand même en tête il y a 2 ans. Ouais. Ou typiquement il y a 2 ans, j'étais partie pour ouvrir à Paris et que là, si je devais le faire, ce serait pas à Paris, ce serait à Fontainebleau, là où j'habite, là où il y a vraiment une demande et des gens à qui ça apporterait quelque chose, un vrai bonheur, où tu pourrais apporter vraiment quelque chose, quoi. Ouais, grave.
Ah, donc il va falloir que j'aille à Fontainebleau, mais bon, ce C'est sera ça. dans quelques années. Ouais. Bah, tu peux déjà venir parce que franchement, c'est un endroit. C'est une ville Ouais, et vraiment surtout qu'on m'a géniale. conseillé un resto aussi là-bas. Donc, Ah ouais ouais. Je l'ai plus en tête, mais je l'ai Ça, sur tu mon me téléphone. diras, ouais, Donc, si, ouais. ouais. Il y a vraiment quelques. C'est pas grand, mais il y a 2-3 restos, une cave à vin incroyable. Ah. Ouais, vraiment, une cave à vin. Viva Vino, si je peux le citer. Ouais, bien d'ailleurs, sûr. on fait souvent souvent. De temps en temps, des petits trucs ensemble. On a fait un brunch. Là, on va faire un dîner 4 mains en juin ensemble. Ah. Enfin, vraiment, trop, trop cool. Et un petit coffee shop très sympa aussi. On fait un atelier d'ailleurs jeudi. Enfin, bon, ce sera trop tard, mais bon, voilà. Oui. Mais voilà, Vous comme faites des dire ateliers pâtisserie ou quel là, genre, on fait un atelier café-cuisine, justement. Ouais, genre extraction de café. Et on va faire quelques petites recettes en utilisant ce qu'on a préparé. Salé ou sucré? Sucré, du coup, plutôt. Ok. Ouais, tu fais que des ateliers sucrés en général ou je fais pas beaucoup d'ateliers en général. Mais quand je fais des ateliers, c'est vrai que c'est plus sucré parce que c'est plus facile avec pas beaucoup de matériel et pas de et des trucs très simples. Tu vois, peu d'ingrédients et tout. De faire des recettes que les gens pourront facilement reproduire chez eux. C'est cette impression que j'ai, quoi. Ok. Comme Instagram, finalement. Ouais, oui, tu m'étonnes. T'as plus d'engouement sur... On va passer aux petites questions de la fin. Ouais, vas-y. J'ai même pas fini ma tisane, tu vois. Ah. Et puis elle doit être froide en plus. Enfin, moi non plus d'ailleurs. Ça, je suis habituée à la tisane froide, je t'avoue. Oui, pareil. Si tu devais... Enfin là, tu as sorti quelques noms, mais conseiller un endroit chouchou, que ce soit un resto, ou un café, ou une épicerie, et peu importe où dans le monde, du tac au tac, c'est quoi l'endroit où tu te sens bien et où c'est forcément bon? C'est super dur comme question parce que j'y réfléchis tout le temps et il y en a forcément plein. Là, c'est vraiment un qui te vient assez rapidement. No offense pour tous les autres. Non, ouais, je sais, mais il n'y en a pas vraiment... Enfin, un lieu vraiment de food ou... Plutôt resto, café... Ouais, enfin bon, en gros, si je dois... Enfin, il y en a plein, hein, mais là, si vraiment je dois... Il y a un resto à Glasgow qui s'appelle... Enfin, c'est fou, mais qui s'appelle Ox and Finch. Et où, en fait, j'ai aussi fait les prémices un peu de mon intérêt. Enfin, en gros, à ce moment-là, je m'en foutais pas, mais j'aimais bien quand même faire des petits restos sympas de temps en temps, mais la cuisine n'était pas... Voilà. Et en fait, je pense que c'est le premier resto un peu... je dirais pas gastro, mais un peu de vraie cuisine qu'on a fait avec mon copain à ce moment-là. Et du coup, depuis, quand je dis que je retourne à Glasgow, je retourne à Glasgow parce que je viens de retourner là-bas. Ah ouais. Et c'est ni vegan ni rien. Hein. Pour le coup, c'est une sorte de bistrot. Mais ça fait depuis des années, ils sont restés sur la même lignée, en s'améliorant. Et à chaque fois que j'y vais, c'est juste que... à la fois la nourriture, l'endroit, le lieu, ce que ça m'évoque, ça me... Voilà, tu vois, je dirais pas des gens d'aller à Glasgow pour aller dans ce resto, tu vois, mais moi, c'est un peu ma... Oui, moi, ça me donne limite envie. Hein. Mais moi, je vais dans des endroits pour des restos. Mais il y a beaucoup à faire à Glasgow aussi. Mais tu vois, je dirais... si je dois dire un truc là, tout de suite... Tu peux redire le nom? Ox and Finch. Ox and Finch. Comment ça s'écrit? Ox, comme le bœuf, là, ox, d'accord, okay. And Finch, comme le pinson. Ok. Et non pas comme le poisson. Non. C'est vrai, ça aurait pu. Et si tu es invité chez des amis, qu'est-ce que tu leur apporterais pour leur faire découvrir quelque chose? Alors, pas forcément que tu aies cuisiné, plutôt que tu aies acheté ou découvert. Je pense que facilement, je partirais sur une bouteille de vin plutôt. Plutôt qu'un produit... soit une bouteille de vin, parce que j'irais dans ma petite cave justement de Fontainebleau et qu'ils ont des super trucs et qu'il y a toujours quelque chose à faire découvrir. En plus, ça dépend. S'il y a des gens qui sont déjà dépendants du vin nature, ils sont toujours contents de découvrir un autre truc. Et s'il y en a qui ne sont pas forcément, leur faire découvrir quelque chose de vraiment différent pour le coup, parce que parce que je sais que dans les vins nature il y a tout aussi et qu'on peut être déçu sur un vin nature quand on n'est pas habitué, mais que si on est bien aiguillé et qu'on choisit bien sa bouteille, on a un truc très cool. Et sinon peut-être un produit d'un artisan un peu coup de cœur, un chocolat et tout. Tu vois, là, qu'est-ce qui me vient en tête, par exemple un petit William Artig, tu vois, ça fait toujours plaisir. C'est trop bon ce qu'il fait. Un petit mouton de Pâques là. Ouais, ou la dernière fois, tu vois, on est invité chez des amis, on devait ramener le dessert, on est allé chez Plein Cœur, on a ramené
plein de leurs entremets que je peux pas manger personnellement parce qu'ils sont pas véganes. C'est vrai, ils sont sans gluten en plus la plupart des entremets. Ah ouais, okay. Mais effectivement ils sont pas véganes. Donc c'est assez fou parce que du coup j'ai ramené un truc pas vegan, mais ils ont tellement, quand tu parles avec lui, enfin il y a tellement de belles valeurs, de convictions, enfin c'est une tellement belle personne et je sais que ces produits sont, enfin que tout ce qu'ils font est dingue quoi. Et vraiment fait avec amour. Enfin, leur démarche est folle. Du coup, et tout le monde s'est éclaté à trouver ça incroyable, quoi. Donc voilà. Ça me donne tellement faim. Heureusement qu'on goûte après. Ouais, c'est clair. 1 minute. Les 2 dernières questions. Dans le podcast, j'invite des gens qui passent à l'action et qui écoutent leur cœur, malgré les peurs. Donc, c'est totalement toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas passer à l'action et écouter son cœur ? Je lui dirais de passer à l'action et d'écouter son cœur parce que clairement je pense que c'est très bateau ce que je veux dire, mais il n'y a pas de mauvais choix et qu'en fait il n'y a que des bons choix au sens où un mauvais choix va finalement orienter mauvais choix, un choix qui finalement n'aurait pas eu les conséquences escomptées va finalement orienter dans une direction qui forcément sera la bonne parce qu'on arrivera toujours à rebondir, à se reconstruire, à se réorienter d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas de parcours tout tracé, il y a juste des chemins, forcément des chemins, des virages, des escales, mais des voies sans issue, mais tu fais demi-tour. Enfin, je veux dire, Tu restes maître. Ouais, vraiment, je pense se faire confiance, quoi, et pas trop réfléchir non plus. S'y réfléchir, mais à un moment donné. Ouais. Et dernière question, s'il y avait la petite Alice de 10 ans à côté de toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Si elle est la petite Alice, je lui dirais, là aussi, une fois de plus, de se faire confiance, d'avoir confiance en elle, d'avoir confiance en ses capacités, de foncer, de profiter sans trop réfléchir, mais en suivant son cœur et en s'ouvrant aux autres et que la vie est pleine de rebondissements et de surprises. Et, ça, c'est clair. Ouais, non, mais c'est vraiment ça, quoi. Et, c'est dingue, hein, t'imagines si elle avait su entre qu'on est chacun de nous tellement plein de capacités, de ressources, qu'on peut faire des trucs de dingue, quoi. Et encore plus quand on les met ensemble, d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'en les partageant, pas forcément en se regroupant et en faisant mais qu'on apprend tous les jours des uns des autres et tout ça, quoi. C'est trop beau. Merci beaucoup. Je t'en prie, Alice. Merci à toi pour ce moment, c'était top. Ah ouais, top. Et je me retiens de poser plein d'autres questions parce qu'on a 2 heures, après, mais on a encore plein de choses à partager. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et là, pour l'instant, un bon gros goûter. Oui. Merci Alice. Je t'en prie, merci à toi.